Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous voici à la rentrée et cette rentrée amène une série de rencontres, celle-ci c'est la première, autour de la collection nouvellement lancée au PUF Questions républicaines, dirigée par Jean-Numa Ducange, ici présent, et qui a pour objectif de remettre au centre des débats intellectuels à gauche la question de la République et de son universalisme. Ce livre est le deuxième de la collection, après un livre de Gilles Condard intitulé « Pourquoi la gauche ?», L'antiracisme trahi, défense de l'universel, et nous avons l'honneur d'avoir ici l'auteur, Florian Gully. Agrégé de philosophie, enseignant dans le secondaire à Besançon, où, si j'ai bien compris, tu diriges également la section locale communiste. Il est l'auteur d'un autre livre, une monographie consacrée à Sealer James et à sa lecture des Jacobins noirs, Toussaint l'ouverture, la Révolution de Saint-Domingue, publié aux presses universitaires de Franche-Comté en 2022, donc très récemment. Il est également co-auteur avec Jean Quétier, qu'ici certains d'entre vous connaissent parce que c'est l'un des cofondateurs du séminaire Lecture de Marx, qui se tient tous les lundis soirs. Découvrir aux éditions sociales. Ce sont ces petits bouquins des éditions sociales. Un découvrir Marx en 2016, un découvrir Engels en 2017 et un découvrir Gramsci en 2020. Vous avez également pu lire ces articles sur la revue, dans la revue Cause Commune. Moi j'ai lu un article extrêmement intéressant publié avec Jean Quétier toujours il y a quelques mois sur le communisme vu par Frédéric Lordon, apports et limites. Nous en arrivons donc au livre qui est tout frais d'impression de la semaine dernière et qu'on a ici tous les trois. Jean-Numa Ducange, qui dirige la collection, est historien, professeur à l'université de Rouen, membre junior de l'Institut de France. Il est pratiquement partout dans des dizaines de revues actuellement, de fondations comme la Fondation Gabriel Péry, la Fondation Jaurès. Je ne les mentionne pas toutes parce que sinon ça ne finirait pas, mais surtout l'auteur d'un dictionnaire des socialismes co-dirigé par Jean-Numa Ducange, qui est d'ailleurs cité dans l'antiracisme trahi. L'article sur le féminisme est cité par Florian Gully. Donc, à vous la parole, qui veut... Je vais dire quelques mots au départ, parce que l'invité de ce soir c'est Florian, et c'est lui qui vient de publier le livre sur cette question d'antiracisme. Je voulais juste dire quelques mots sur la logique, effectivement, qui a présidé cette collection. Mario vient de le rappeler, nous avions publié, Presse universitaire de France, il y a maintenant un an, une histoire globale des socialismes de 1000 pages avec plus de 80 auteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un livre qui avait été préparé en amont pour qu'il puisse paraître à un moment clé, qui était donc la réflexion qu'il y a pu avoir à gauche avant l'élection présidentielle. Et parallèlement à cela, nous avons été un certain nombre à discuter, des auteurs, l'éditeur, la direction des PUF, moi-même, sur la nécessité de reposer toute une série de questions dans le débat public, sachant que le débat public étant déjà suffisamment animé par un certain nombre de choses, de réseaux sociaux et autres, nous voulions faire un pas de côté en essayant de publier des ouvrages de fond, partant des sciences humaines, d'un certain nombre d'acquis de la recherche, de recherche en cours, tout en ancrant ces problématiques de sciences humaines dans une certaine actualité, autour des questions qui nous paraissaient nécessaires, qui sont les questions républicaines, les questions socialistes, un peu plus au sens large. Et partant de là, effectivement, toute une série d'ouvrages sont programmés sur plusieurs années,
avec à chaque fois une double exigence. La première chose, que ce soit informé à partir d'un certain nombre de recherches précises et autres, et en même temps que ça touche un public un peu plus large que les sciences humaines habituelles, parce que nous estimons que si on veut remettre un certain nombre de questions républicaines dans le débat public, notamment ça a été signalé autour de la question de l'universalisme, eh bien il faut essayer de marcher sur les deux jambes. Alors c'est pas forcément évident, parce qu'il y a un public pour les deux aspects. Ça me paraissait important d'essayer au moins de tenter cela, et je remercie encore Florian d'être un des premiers à s'être prêté au jeu. Ça a été signalé auparavant. Michel Candard qui a publié un livre au moment de l'élection présidentielle sur pourquoi la gauche, que ça lui répondre à un certain nombre d'interrogations générales sur l'histoire de la gauche, et d'autres ouvrages suivront sur lesquels on aura probablement l'occasion de revenir. Et je tiens à remercier aussi l'accueil très fraternel qui a permis de co-organiser cette soirée, donc à la fois du temps des ruptures, de la revue Germinal et du cercle Lucien R. Et il y aura probablement d'autres initiatives. Tu as cité la Fondation Gabriel Péry. Je salue la présence du secrétaire général scientifique, qui j'ai l'occasion de travailler régulièrement, Daniel Sierra. Donc il y aura beaucoup d'occasions certainement de revenir sur un certain nombre de choses. Et je me tais vraiment, je vais passer la parole à Florian. Parmi les thèmes qui me tenaient à cœur et qui tenaient à cœur un certain nombre de collègues investis autour de cette collection, la question du racisme et de l'antiracisme, il ne leur a pas échappé que c'est une question assez clivante à gauche sur un certain nombre de points. Et Florian Gully, qui travaillait à ce moment-là sur un autre ouvrage qui a été cité, sur C.L.R. James, propose une lecture qui est à la fois critique de l'antiracisme libéral et de l'antiracisme dit politique, et qui propose de revenir à un antiracisme ancré dans l'histoire du mouvement ouvrier, ancré dans l'histoire républicaine, socialiste et marxiste. Ça me paraît être un bon point d'entrée pour essayer en quelque sorte de définir une alternative et fournir des éléments au débat qui, pas d'éléments de débat sur l'antiracisme aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais peut-être de revenir sur une tradition qui est désormais relativement méconnue, voire délibérément ignorée par certains. Ça nous paraissait important de continuer autour de ce sujet. Voilà, sans plus tarder, je laisse Florian présenter donc son ouvrage, et je remercie encore d'avoir joué le jeu de ces doubles exigences à la fois du fond et en même temps d'être sur un sujet pleinement d'actualité. Ok, bon, merci pour l'invitation, puis merci d'être venu. Alors, la question du racisme, c'est pas du tout mon point de départ. Hein. Mon point de départ, c'est un point d'arrivée d'une certaine manière. Mon point de départ, c'est la question de Gramsci, de la constitution d'un bloc populaire. Et donc, la question d'une hégémonie populaire. Et évidemment, voilà, ce à quoi on est confronté depuis des décennies, c'est pas du tout à l'émergence d'un bloc populaire, mais plutôt une division populaire. Les dernières élections confirmant ça, à savoir l'éparpillement des voix populaires qui choisissent l'abstention, l'extrême droite, parfois la gauche, etc. Et l'idée, c'est que les classes populaires sont notamment profondément divisées autour de cette question du racisme, des quartiers populaires, etc. Et c'est là-dessus, du coup, sur cette fraction, ce fractionnement-là que je voulais réfléchir. Et j'avais le sentiment que les discours antiracistes en présence, depuis le milieu des années 2000, en fait, ne permettaient pas de faire émerger un bloc populaire, voire ne se préoccupaient pas du tout de la question de la constitution d'un bloc populaire permettant, par exemple, de faire reculer l'extrême droite. Donc voilà mon point de départ, hein, et voilà d'où je parle. Donc mon exposé en 3 temps, hein, je voudrais présenter une sorte de cartographie des antiracismes dans un premier temps, parce que c'est antiracisme au pluriel. Dans un second temps, je voudrais définir les contours d'un antiracisme qu'on pourrait nommer socialiste au sens très large, ou marxiste, enfin socialiste au sens très large, qui en effet a été largement refoulé depuis les années 80, alors que la tradition est riche. Et puis sur cette base, je voudrais revenir à ce qu'on appelle l'antiracisme politique aujourd'hui, hein, qui est l'antiracisme oppositionnel critique qui est le plus important. Mais j'insiste sur le fait qu'en réalité, on ne peut vraiment faire la critique d'un antiracisme qu'en en proposant un autre à la place. Il y a des livres qui critiquent l'antiracisme politique, mais pour ne rien lui substituer, ce qui fait que ça produit cet effet de laisser les militants désarmés. Ils n'ont juste plus rien. Donc ils se rabattent sur ce qu'ils avaient avant, quand bien même ce sera insuffisant, parce que moi, c'est leur donner quelques outils. Bon, donc la cartographie de l'antiracisme, donc il existe déjà une cartographie aujourd'hui, si vous vous intéressez à cette question depuis maintenant une quinzaine d'années, vous aurez entendu qu'il y aurait 2 antiracismes, un antiracisme moral et un antiracisme politique.
cette distinction que je vais expliquer, je précise que c'est l'antiracisme politique qui fait cette distinction. Donc il dit il y a deux antiracismes, et c'est lui qui l'a fait parce que personne ne se revendique de l'antiracisme moral. Personne dit je suis l'antiracisme moral. Donc ils étiquettent un adversaire. Alors sans doute qu'il y a là-dedans quelque chose comme un homme de paille, sans doute, pratique, et c'est une opération qui sert d'une certaine manière à dire, ben, vous voyez, cet antiracisme moral est tellement ridicule qu'au fond il n'y a qu'un antiracisme. C'est l'antiracisme politique. Si vous voulez faire un antiracisme sérieux qui mobilise en bas, c'est celui-là. Donc, selon cette perspective que je vais critiquer ensuite, mais selon cette cartographie, l'antiracisme moral, c'est celui qui est porté par les institutions et les entreprises. Voilà, alors je sais pas, United Color of Benetton, l'exposition au CDI du collège sur la tolérance, etc. Ça, c'est un antiracisme qui serait un antiracisme moral. Deuxièmement, il aurait tendance à psychologiser la question du racisme, c'est-à-dire que le racisme, c'est la peur de l'autre. Voilà, c'est une phobie, et donc il faudrait finalement nous guérir de nos problèmes psychologiques pour sortir du racisme. Et donc, sa modalité d'action la plus courante, c'est du coup l'éducation. Il faut éduquer les gens, une sorte de prêche abstraite à la fraternité, à l'unité des êtres humains. Donc l'antiracisme politique, il se construit par opposition à cet antiracisme moral, qui est quand même en partie un homme de paille. D'abord en refusant complètement la psychologisation du racisme, en disant le racisme, il est né au cours de processus historiques déterminés, colonisation, esclavage, etc. Et ce n'est pas du tout un problème hyper abstrait de peur de l'autre. D'ailleurs, par exemple, le discours anti-immigré ne vise pas n'importe quel immigré, évidemment, c'est pas l'autre en général, mais certains qui viennent du Sud, etc. Bon, bref. Discours avec lequel on peut être d'accord. Sur ce point-là, je ne vois pas de problème majeur. Deuxième chose dans le racisme politique, le racisme produit un sujet politique. Alors, ils disent les racisés. Voilà, ceux qui sont soumis au racisme, finalement, constituent un sujet politique. Et donc là, il y a la réutilisation un peu d'une phraséologie marxiste, c'est-à-dire qu'il faut travailler à la prise de conscience raciale. Comme naguère, on parlait de travailler à la prise de conscience de classe. Donc il faut que les dits racisés prennent conscience d'eux-mêmes, s'auto-organisent et agissent. Alors l'objectif étant de transformer les structures profondes de l'État, même si le programme parfois, le programme souvent, n'est pas davantage précisé que ça. On considère aussi dans l'antiracisme politique que le concept de race est central. Il faut l'utiliser parce qu'il permettrait de voir des choses qu'on ne verrait pas sans lui, et puis il permet de mobiliser et d'agir. Voilà, donc, accompagnant ce concept, là aussi toute une floraison de termes que vous avez croisés ces dernières années, blanchité, privilège blanc, racisme structurel, racisme systémique, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est cet antiracisme politique qui se présente d'une certaine manière comme le seul valable, puisque l'autre est naïf et abstrait. Alors, j'ai commencé dans l'ouvrage en fait par critiquer cette cartographie. D'abord pour dire que c'est mal qualifié l'antiracisme dominant, celui qui est repris par les institutions, que de l'appeler antiracisme moral. Mieux vaut l'appeler antiracisme libéral. D'abord parce qu'il est né à la fin des années 80, au moment, alors à différents moments, selon qu'on est aux États-Unis, en Angleterre ou en France, mais il y a une sorte de crise d'hégémonie de la gauche qui se tourne vers le libéralisme, et du coup, pour essayer de redonner une valeur positive à son projet, elle va s'annexer des combats émancipateurs. C'est l'analyse que par exemple fait la philosophe Nancy Fraser pour les États-Unis. Elle va s'annexer des causes émancipatrices, l'écologie, le féminisme, l'antiracisme, etc. Mais évidemment en les vidant de leur sens. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas simplement, on les prend en les vidant de leur sens, c'est-à-dire que l'antiracisme est transformé en égalité des chances. Voilà, on fera en sorte de coopter quelques individus issus des quartiers. Donc je préfère appeler celui-ci antiracisme libéral parce qu'on voit du coup le lien qu'il a avec des dynamiques politiques plus globales et pourquoi il est dans la bouche aussi des hommes politiques libéraux. Et puis surtout, là aussi, c'est un antiracisme qui a une dimension politique, puisque leur objectif, c'est de construire une élite par la sélection, par l'égalité des chances, par la cooptation, une élite qui soit à l'image de la société, une élite diversifiée avec l'idée de ne pas se priver de talent par des discriminations complètement irrationnelles. Donc c'est le projet, par exemple, qui avait été soutenu par Milton Friedman déjà dans les années 50, dans Capitalisme et Liberté, il y a un chapitre sur l'irrationalité des discriminations.
Bon, ensuite, donc je serais plutôt anti-racisme libéral, anti-racisme politique. Donc lui, il va réagir à l'antiracisme politique en disant c'est les quartiers populaires qu'il faut, sur quoi je suis d'accord d'ailleurs, hein, c'est les quartiers populaires qui comptent et non uniquement coopter quelques individus au sein de l'élite. La cartographie que je viens de vous présenter, elle dissimule aussi des points communs en fait entre les deux approches qui, moi, me permettront ensuite de définir un autre antiracisme. Alors parmi ces points communs, il y en a plusieurs, je ne vais peut-être pas tous les aborder, mais la tendance à séparer la question du racisme et la question des classes, qu'on retrouve dans l'antiracisme libéral et dans l'antiracisme politique, c'est-à-dire la tendance à privilégier la variable race, je préfère dire racisme, mais c'est la variable racisme pour expliquer les phénomènes sociaux en faisant passer à la trappe, tout en disant le contraire parfois, en disant qu'il faut prendre toutes les variables, mais en réalité en faisant passer à la trappe la variable de classe sociale. Alors, je prends juste un exemple. La question des violences policières aux États-Unis, notamment au moment de la mort de George Floyd, elle a fait réagir les tenants de l'antiracisme libéral, hein, les grands patrons des entreprises américaines, et puis aussi l'antiracisme politique en France, avec l'idée que la violence policière se pense sous la catégorie de racisme. Or, si on regarde les chiffres pour les États-Unis, donc 30% de ceux qui sont tués par la police sont des Afro-Américains, donc alors qu'ils sont 15% dans la population. Donc ils sont bien surreprésentés dans les victimes de la police. Donc là, il y a bien un facteur racisme, évidemment, que personne ne songe à nier. Mais en revanche, ils ne sont que 30% de ceux qui sont tués. Plus de 50% de ceux qui sont tués par la police sont des Blancs. Et ce qui réunit ces Blancs et ces Noirs tués par la police, c'est qu'ils vivent tous dans des quartiers complètement délabrés, dégradés, ghettos, mobil-homes, etc. Donc il y a un facteur de classe évident dans la violence policière aux États-Unis, qui n'est pas du tout politisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement Poor Lives Matter. Aucun Blanc ne pense qu'il y a un problème policier à l'égard des Blancs aux États-Unis, etc. Et ça, c'est cette tendance à écarter. Et le but n'est pas de mettre qu'une variable, hein, c'est d'avoir les deux, hein, pour chaque phénomène, d'avoir le facteur de classe et le facteur racisme. Ensuite, la question, autre point commun, une sorte d'allergie à la majorité dans les deux cas. Alors, la tradition libérale, elle est allergique à la majorité par définition. Elle théorise au XIXe siècle la tyrannie de la majorité de multiples façons, chez Herbert Spencer, chez Tocqueville, Bon, il s'agit de protéger la propriété, il faut éviter qu'une majorité démocratique puisse voter un impôt sur la fortune, par exemple, donc ce serait une tyrannie que de porter atteinte au droit sacré de la propriété. Donc, il y a l'antiracisme libéral, il va se couler là-dedans. Donc à partir des années 80, il y a une sorte d'un peu de reformulation, c'est qu'au fond, nous autres libéraux, nous sommes une minorité civilisée, et il y a une espèce de majorité ouvrière, populaire, un peu raciste, homophobe, sexiste, etc. Et nous allons protéger la civilisation contre cette espèce de populisme rampant. Donc l'antiracisme libéral véhicule beaucoup cette idée, enfin au début du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, immédiatement, on a des suspicions. Alors il y a des choses, hein, il ne s'agit pas de repeindre en rose tout ça, mais voilà, il y a cette idée que la majorité est potentiellement dangereuse. Dans l'antiracisme politique, vous trouvez la même chose, sauf qu'il nomme les choses blanc-noir ou blanc-non-blanc, mais vous avez la même chose, la majorité blanche est acquise et cherche à conserver ses privilèges, et dorénavant, donc la question c'est celle de la défense d'une minorité contre une majorité. Donc ça c'est aussi un point commun, et c'est quelque chose contre lequel on peut discuter, enfin, auquel on peut s'opposer largement. Autre point commun, en fait, la tendance à la psychologisation du racisme, on la retrouve aussi dans l'antiracisme politique. Parce que quand vous dites que le racisme, finalement, naît d'expériences coloniales, etc., il faut ensuite expliquer sa persistance au-delà de l'expérience coloniale ou au-delà de l'expérience esclavagiste. Et très souvent, dans ces textes-là, vous allez avoir la référence à des inconscients. Il y a des inconscients collectifs, l'inconscient colonial, par exemple, qui structureraient nos sociétés et qui expliqueraient aujourd'hui le racisme. Donc vous avez bien à nouveau des choses qui ressemblent à de la psychologie. Alors il ne s'agit pas de dire que ces choses ne comptent pas, mais le point commun de ces approches en revanche, c'est qu'elles zappent complètement l'expérience présente. C'est-à-dire que si quelqu'un est raciste aujourd'hui, c'est en vertu d'un héritage d'époque ancienne, mais ce qu'il peut vivre
n'a aucune incidence en revanche sur ces croyances. Or là aussi, c'est un point qu'on peut parfaitement discuter, sans nier que le passé est un point, hein, on peut aussi considérer que le présent joue un rôle et qu'il y a un certain nombre d'expériences qui nourrissent le racisme, etc. Donc voilà, si vous avez antiracisme moral, antiracisme politique, vous ne voyez pas toutes ces sortes d'accointances qu'il peut y avoir entre ces formes d'analyse avec lesquelles l'antiracisme socialiste va prendre ses distances, justement, il me semble. Parce que c'est ça le problème de cette cartographie, c'est qu'elle zappe l'existence d'un troisième antiracisme, que j'ai choisi d'appeler antiracisme socialiste, hein, qui ne s'est jamais appelé comme ça, mais enfin, celui issu de la tradition ouvrière, socialiste, communiste, anarchiste. Au passage, aux éditions de l'Humanité, il y a une sorte d'anthologie comme ça, antiraciste, 150 ans de combat, qui remonte à Marx jusqu'à aujourd'hui des intellectuels afro-américains proches de Bernie Sanders, en passant par la social-démocratie, la troisième internationale, la quatrième, le Labour anglais, etc. Donc pour montrer que ce n'est pas du tout un détail de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui a été refoulé, sans doute pour des raisons tactiques. Dans les années 90, c'était plus possible d'argumenter à partir de cette tradition. Voilà, chute du mur, euphorie libérale. Donc de toute façon, si on voulait défendre une cause efficacement, mieux valait chercher ailleurs, hein, d'une certaine manière, ces références. Et je pense que l'antiracisme politique, il s'est sans doute un peu construit dans ces conditions-là. Alors, donc je vais dire quelques mots de l'antiracisme socialiste ou marxiste, enfin, ou comme on voudra bien l'appeler, même si tout livre n'est pas du tout consacré à ça. Hein. Il y a une partie, au moins c'est la partie centrale, qui est l'analyse des concepts qui circulent aujourd'hui, je reviendrai un petit peu dessus ensuite, qui est indépendante de tout engagement politique. Voilà. Donc cette tradition, soit on entend souvent, hein, par exemple pour aller voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est une sorte d'idée quand même assez prégnante que le marxisme aurait raté tout ça, il aurait raté la question du racisme. Ça se dit beaucoup, hein, c'est devenu presque une évidence. Ou alors on dit, bon, ok, ils en ont parlé, mais ils ont dit vraiment n'importe quoi, ou ils en ont proposé une conception complètement faible. Et donc, il est apparu là aussi une sorte d'homme de paille. Alors peut-être que certains socialistes, au sens large à nouveau, ont tenu ce genre de discours, hein, j'en doute pas une seconde, hein, mais dans la masse de ce qui est écrit, c'est pas ce qu'on trouve. Hein. Donc le soi-disant antiracisme socialiste qui n'aurait apporté rien d'important aurait fait du racisme le produit d'une propagande patronale. Au fond, le patronat met dans la tête des ouvriers des idées racistes pour les diviser, les affaiblir. Voilà. Le racisme, c'est CNews. Voilà. Ce qui, au passage, est une explication idéaliste, hein, c'est-à-dire que ça part d'en haut, etc. Bon, alors peut-être, hein, je ne dis pas qu'aucun socialiste, aucun militant n'ait jamais tenu ce genre de discours. Deuxième chose qu'on entend très souvent, et encore à la fête de l'humanité, l'idée que finalement, les socialistes n'auraient pas vu que les ouvriers blancs, par exemple aux États-Unis, et puis les ouvriers noirs ne partageaient pas exactement le même destin, et puis ils avaient des conditions de vie différentes, puis ils auraient mis un slogan, par exemple ouvriers français, même patron, même combat. Alors, et donc ils n'auraient pas vu que ce n'était pas le même combat exactement, parce qu'il y avait des discriminations envers les uns, envers les autres. Ça aussi, c'est très courant comme idée répandue. Et enfin, il y a cette idée que ils auraient une conception un peu magique de la sortie du racisme. Faisons la révolution. Et demain, il n'y aura plus de racisme. Donc arrêtez de nous enquiquiner avec le racisme. D'abord, il y a la déclinaison féministe de ça. Une fois qu'on aura fait la révolution, tout ira bien. Bon. Donc, encore une fois, ces discours, ils ont pu être tenus. Mais si on prend la masse de ce qui est écrit, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que le racisme est une idéologie. Mais c'est une idéologie au sens de Marx. C'est-à-dire, ce n'est pas une propagande. Et il faut vraiment distinguer idéologie et propagande. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est le langage de la vie réelle, dit Marx. C'est-à-dire c'est une interprétation d'une expérience. Une interprétation le plus souvent erronée, déformée, d'une expérience qu'on vit. Donc ensuite, il peut y avoir... Et donc le racisme, c'est l'interprétation d'une expérience. Ensuite, il peut y avoir une propagande patronale qui cherche à se brancher sur cette expérience et son interprétation, parce que ça lui est utile, et évidemment, CNews joue un rôle négatif, les partis de droite et tout ce qu'on veut, assurément. Mais le fond de l'affaire, c'est une expérience sociale. Et il y a quantité d'expériences différentes qui nourrissent le racisme. Alors par exemple, en contexte colonial, la supériorité militaire
eh bien, peut facilement être interprété en « mais finalement nous sommes des hommes supérieurs puisqu'on les a écrasés militairement ». Bon, ce type d'expérience-là peut rapidement être interprété dans un vocabulaire raciste. La concurrence pour l'emploi, donc par exemple, c'est traité au moment des congrès de la Seconde Guerre internationale, grosse immigration juive en Angleterre, en début du XXe siècle, et vous trouvez sur les ateliers, ici nous n'embauchons pas d'anglais, seulement des juifs, parce qu'évidemment on ne les paye rien du tout. Bon, évidemment ce genre d'expériences peuvent nourrir ensuite le racisme. Donc jamais les socialistes ne disent le racisme il vient du ciel, quoi, il tombe d'en haut. C'est d'abord des expériences qui produisent ce genre de choses. Et quantité d'expériences. Hein. On peut imaginer aussi, enfin moi j'en ai fait l'expérience en tant que professeur du secondaire, que le lendemain du 15 novembre, par exemple, dans les classes techniques que je pouvais avoir, hein, en 2015, hein, il y a une interprétation immédiate qui arrive. Hein. Voilà. Et qui nourrit le racisme. Donc le racisme, c'est pas simplement le passé, c'est pas simplement l'esclavage ou la colonisation, c'est plein d'expériences. Hein. Alors les expériences du passé les tracent, mais c'est aussi l'expérience du présent. Ensuite, pour cette idée qu'ils auraient méconnu la différence entre le sort des uns et des autres, etc. Alors, il y a un petit texte d'ailleurs qui est dans cette anthologie, un texte de Lénine qui s'appelle « Russes et Noirs » en 1913, un texte assez court où il fait une comparaison entre les serfs russes et les esclaves noirs américains. Et alors il décrit le sort, hein, il termine « honte à l'Amérique pour le sort qu'elle réserve aux Noirs », mais ensuite il souligne le fait que, mais regardez, dans cette zone-là, c'est là aussi où les petits blancs ont les salaires les plus bas de toute l'Amérique. Parce qu'évidemment, les planteurs jouent la division sans arrêt, etc. Donc, à ce moment-là, il n'est pas en train d'ignorer que les Noirs, sous la ségrégation, n'ont pas le même sort que les petits blancs. Mais il cherche ce qui pourrait faire horizon commun. Donc, il ne me semble pas que dans cette tradition, on ait tout écrasé, les particularités des luttes, mais il y a cette idée, il y a sans doute des spécificités, mais on cherche toujours, et c'est ça qui m'intéresse pour la constitution d'un bloc populaire, c'est qu'est-ce qu'on produit comme discours commun, englobant. C.L.R. James, là, dont tu parlais tout à l'heure, quand il analyse la révolution de Saint-Domingue, il n'arrête pas tout le long du livre, hein, qui est très informé historiquement, hein, c'est un vrai travail d'historien, mais tout le long, il dit, ces esclaves noirs de Saint-Domingue, finalement, ils agissent comme les ouvriers parisiens de 1793, c'est les mêmes motivations, ils sont animés par la même chose, ils agissent comme les ouvriers de Viborg à Saint-Pétersbourg en 17, espèce de parallèle comme ça qu'il fait dans le livre, et il ira même dire les Cubains font encore la même chose. Donc, à aucun moment, il n'est pas stupide, il ne dit pas que les ouvriers de Viborg et les Noirs de Saint-Domingue ont la même vie, le même problème, le même combat à la virgule près. Mais en revanche, constater les différences, ça ne doit pas empêcher de soulever le fait qu'il y ait aussi des points communs. Quant à la dernière idée sur le caractère magique de la Révolution, je sais, hein, que c'est quand même des idées qui ont pu traîner, je voudrais quand même vous citer un petit passage d'un éditorial du journal de Black Panther, qui est le journal du parti en question, en 1969. Voilà ce qu'ils écrivent. Il dit « Le parti des Black Panthers n'a jamais prétendu que si le socialisme était instauré en Amérique, le racisme disparaîtrait automatiquement. Ce sont certains adversaires du parti qui ont prétendu que nous défendions cette thèse. En fait, ce que nous disons, c'est que dans une société socialiste, les conditions sont beaucoup plus propices à l'élimination du racisme. » Qui me semble pas une thèse complètement dingue, etc. C'est de dire qu'en diminuant les situations de concurrence, on a un peu plus de chances de pouvoir régler ça, même si à nouveau il y a des inerties, on s'en doute bien. Bon, et donc je voudrais aborder maintenant, revenir maintenant à l'antiracisme politique, mais à partir de ces quelques réflexions d'un antiracisme socialiste. Hein. Encore une fois, j'insiste là-dessus, on ne peut pas se contenter de montrer les limites d'un point de vue même épistémologique. On pourra toujours montrer les insuffisances d'une théorie, il ne reste pas moins qu'elle pourrait quand même être la meilleure. Donc c'est pas parce que vous montrez quelques insuffisances de l'antiracisme politique que ça suffit. Par exemple, quelqu'un comme Pierre-André Taguieff, qui peut écrire des livres informés sur cette question, lui, il fait de l'anti-antiracisme politique. Et donc à la fin, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Du coup, on ne sait plus quoi faire. Et puis, donc voilà, d'où cet effort pour proposer quelque chose qui soit un petit peu alternatif. Donc l'antiracisme politique, il mobilise des concepts, et moi je les prends à partir de cette perspective de l'antiracisme socialiste, qui est de créer une unité politique
toutes ces fractions des classes populaires qui, en effet, ne vivent pas tous exactement la même vie. Or, il me semble que tous les concepts apparus ces dernières années, la plupart ne permettent pas, ou même sont des véritables obstacles à la constitution d'un bloc populaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle, hein, mais il y a un tri à faire. Alors, dans le livre, il y a certains concepts qui me vont en partie, d'autres qui ne me vont pas du tout. Alors, un qui ne me va pas du tout, par exemple, c'est le concept de privilège blanc. Alors, tout d'abord, il me pose problème d'un point de vue philosophique, puis d'un point de vue politique. Alors, d'un point de vue philosophique, d'abord, un petit extrait de Virginie Despentes. Alors, ce n'est pas son dernier roman, mais pendant le confinement, elle avait écrit un texte sur le privilège blanc, justement. Et donc, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, donc, en France, on n'est pas raciste, mais pendant le confinement, les mères de famille qu'on a dû se faire taser au motif qu'elles n'avaient pas le petit papier par lequel on s'autorisait à sortir, étaient les femmes racisées dans les quartiers populaires. Les blanches, pendant ce temps, on nous a vu faire du jogging et de marcher dans le 7e arrondissement. Bon, ce genre de formule, donc le titre de l'article, c'est privilège blanc. Alors, vous voyez, c'est une sociologie hyper sommaire. C'est-à-dire que c'est une sociologie métropolitaine. Donc, j'essaie de développer ça. Je n'ai pas osé dire un biais parisien parce que, venant de province, bon. Mais il y a un biais métropolitain. C'est-à-dire que dans les métropoles, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à une stratification blanc au-dessus, noir en dessous. Mais en dehors des métropoles, les choses se complexifient et vous avez des classes populaires beaucoup plus mélangées que dans les métropoles, etc. Donc c'est une sociologie qui fait complètement abstraction des caissières de Montbéliard, ou de Verdun, etc., qui sont aussi des femmes blanches qui ne faisaient pas leur jogging dans le 7e arrondissement, sans compter une bourgeoisie, alors qu'il faudrait, je ne sais pas, appeler racisée, aurait-elle dit, qui existe aussi dans l'enquête Trajectoire et Origine, il y a un certain nombre de données qui montrent bien qu'il y a des cadres, il y a 25% de cadres parmi les populations issues de l'immigration maghrébine. Bon, mais surtout, si ce concept philosophiquement il ne fonctionne pas du tout, c'est parce qu'en réalité, il nous fait croire qu'il y a des discriminés, donc il y a des privilégiés. C'est ça l'équation qui est posée. Or, en réalité, il y a 3 termes, il n'y en a pas 2. C'est pour ça qu'il ne fonctionne pas ce concept. Moi, s'il ne va pas, c'est d'abord parce qu'il ne fonctionne pas. Il y a 3 termes. Il y a la discrimination, il y a le privilège et il y a le droit. 3, pas 2. Donc, c'est-à-dire, si le fait d'être traité arbitrairement par la police, ce n'est pas un privilège. Ouais, c'est un droit, en réalité. Et un privilège, on l'abolit. On ne va pas abolir le fait d'être traité de façon non arbitraire par la police. Donc, ça, c'est le droit. Être privilégié, c'est faire sauter ses amendes parce qu'on est le fils du préfet. Donc, le privilégié, il déroge à une règle pour son avantage. Le discriminé déroge à la règle, enfin, on le fait déroger à la règle pour son désavantage. Et il y a le 3e terme qui est le droit. Donc, ce n'est pas vrai que s'il y a des discriminés, il y a des privilégiés. Il y a des discriminés, il y a des gens qui sont traités selon le droit, et il faut que ceux qui sont discriminés soient traités selon le droit. Donc voilà pourquoi, philosophiquement parlant, le privilège-droit, c'est bancal. Celle qui invente le concept, Peggy McIntosh, dans un article en 1989, elle le dit elle-même, d'ailleurs c'est complètement bizarre, elle le dit elle-même à la fin, bon, c'est trompeur ce mot privilège finalement, mais elle n'en tire aucune conséquence, elle le laisse. Bon, mais surtout, privilège blanc politiquement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quelle campagne politique on peut mener avec privilège blanc? Comment aller s'adresser, je vois dans le nord de ma région, donc les usines Peugeot, désindustrialisation, etc. Mais je pense que c'est faire campagne pour le Front National, peut-être, directement. Parce que ces gens-là ne sont pas du tout privilégiés. Et je pense qu'ils se sentiraient insultés, en réalité, par une prise de position de ce type. Donc, voilà en gros l'espèce de boussole, puisque ça ne contribue pas du tout, en plus du fait que ça tient difficilement debout, puisque ça ne permet pas le bloc populaire. C'est un concept qui mérite peut-être qu'on s'en débarrasse. Alors, même analyse pour toute une kyrielle de concepts, racisme institutionnel, systémique, structurel, qu'on trouve ces dernières années. Alors là, je ne serai pas dans un rejet intégral. Racisme institutionnel, à certaines conditions, c'est quelque chose qui peut être utile, parce qu'on a besoin d'outils pour penser un racisme un peu à grande échelle. Alors, on a besoin d'outils théoriques, c'est-à-dire pour penser le racisme qui ne soit pas simplement l'insulte, les coups,
et l'opinion. Voilà. Donc c'est né dans les années, ce concept de racisme institutionnel, il est né en 67, c'est un livre qui s'appelle Black Power, etc. Et qui écrit par Carmichael et Hamilton. Alors si vous avez vu Black Klansman par exemple de Spike Lee, on le voit à un moment, c'est l'orateur Kwame Touré, ce qu'après il se donne un nom africain, ce qui part en Afrique. Et il invente ce concept de racisme institutionnel qui est très intéressant. Et il donne l'exemple, il dit, alors c'est pour penser le racisme dans les sociétés post-ségrégation. Et il dit, ben regardez, il y a un attentat dans une église à Birmingham, Alabama, 4 filles sont mortes. Dorénavant, la totalité de la société américaine condamne cette... la totalité de la société américaine condamne l'attentat, comme si elle était devenue antiraciste, cette société. Et donc Carmichael et Hamilton disent, mais en revanche, la différence de taux de mortalité dans les maternités noires et blanches, ça passe sous les radars, personne n'en entend parler, et dit ça, c'est un racisme institutionnel. Et celui-là, qui est présent, ne fait l'objet d'aucune condamnation, c'est à peine si on s'en aperçoit. Et donc évidemment, il y a plein de sociologues qui vont utiliser ça, et c'est intéressant. Est-ce que tel bailleur social aurait des politiques qui pourraient produire des écarts entre les populations, tel commissariat de police, bon. Sauf que dans le même livre, il y a des moments où on glisse vers autre chose, où il finit par dire, attention, racisme institutionnel, ça veut dire l'Amérique, c'est le pouvoir blanc. C'est-à-dire qu'il y a un petit glissement qui fait qu'on passe de l'analyse d'une institution précise, les hôpitaux à Birmingham, à tout à coup la structure sociale. L'Amérique, c'est le pouvoir blanc, puis ensuite vous avez les déclinaisons nationales. Par exemple, Sadric Chiari, des indigènes de la République, dit la République, c'est le pouvoir blanc. La France est structurellement raciste. En fait, toutes ces formules sont des applications. Donc, vous voyez, on passe. Moi, je pense que c'est très important d'avoir ce concept pour penser ce qui se passe dans une institution donnée. Mais là, on peut faire une enquête empirique. C'est ça qui me trouve important. C'est allons mesurer ce racisme-là dans cette institution, ce commissariat, ce ministère, cette industrie, etc. Mais quelque chose qui consiste à dire l'Amérique est raciste. Ben voilà, typiquement un énoncé qui n'est pas testable empiriquement et qui peut donner lieu à aucune enquête empirique. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a du racisme en Amérique et personne n'ira dire le contraire, mais on ne peut pas en conclure que c'est le pouvoir blanc, c'est une sorte de postulat. Par ailleurs, si vous dites que l'Amérique est raciste, il faut quand même pouvoir expliquer par exemple la présence de l'antiracisme. Parce que vous avez des discours par exemple dans La fragilité blanche de Robin DiAngelo, qui est une espèce de best-seller gigantesque, où il vous explique que les Américains sont tous socialisés dans une société raciste, donc ils sont tous racistes par définition, qu'ils soient chez Obama, chez Trump. Mais comment son propre discours est-il possible dans ces conditions ? C'est une sorte de contradiction. Il faut bien qu'il y ait un peu de jeu dans cette société, aussi raciste soit-elle. Il faut bien qu'il y ait des contradictions dans cette société, aussi raciste soit-elle. Voilà. Et enfin, les progrès sont impensables. Comment, si on a affaire à une structure raciste, hein, alors un chiffre, hein, par exemple, les homicides policiers aux États-Unis d'hommes noirs de moins de 25 ans, entre 68 et 2011, ils ont baissé de 79%. Alors, bien sûr, il y en a de trop, alors, mais je ne peux même pas imaginer ce que c'était en 68, hein, mais si ce type de trajectoires sont possibles, c'est bien que la société ait aussi travaillé par autre chose que par cette tendance. Alors, et ceux qui pensent, comme je viens de le faire ici, c'est par exemple Martin Luther King. Lui, il soutient l'idée qu'on n'a pas affaire à une structure raciste, mais à des contradictions dans la structure. Donc l'Amérique, c'est une réalité contradictoire. Là, il y a effectivement une tradition raciste, etc., mais il y a une tradition qui lui fait face. Alors parfois l'une domine l'autre, évidemment, hein, tout ça c'est historique. Mais Martin Luther King, par exemple, même si ça peut être très curieux, n'a jamais cessé de se déclarer homme du Sud. Il dit, moi je suis un homme du Sud. Les ségrégationnistes trahissent l'esprit du Sud. Oui, même nous aujourd'hui qui voulons peut-être bien admettre qu'il y a des contradictions, on dirait ah non, quand même le Sud c'est les suprémacistes, etc. Martin Luther King, sa position, c'était de dire le Sud c'est moi, c'est pas eux, c'est pas les planteurs. Bon, ma critique, donc ça c'est la critique philosophique de l'idée que mieux vaut parler de contradiction dans la nation plutôt que de structure raciste, structure nationale raciste. Mais la critique politique, c'est
imaginons que la France soit structurellement raciste et que la République ait le pouvoir blanc. À nouveau, comment créer une base politique? Comment créer l'unité populaire sur cette base-là? C'est-à-dire aller s'adresser à toute une fraction des classes populaires en leur disant que le pays d'où ils viennent est tout uniment et sans nuance raciste. Il n'y a pas besoin on se doute bien des réactions que ça peut susciter. C'est-à-dire que même des gens bien intentionnés diront mais c'est complètement caricatural, c'est complètement énorme de dire des choses pareilles et se tourneront vers d'autres qui assez facilement récupéreront finalement les produits de ce discours-là. Dans un texte récent, je regarde un peu, j'essaie de regarder un maximum de choses qui s'écrivent. Vous avez un texte d'Houria Boutelja, que je ne présente pas évidemment, où elle voit bien le problème du bloc populaire, elle le pose. Sauf qu'elle arrive à une sorte d'impasse, elle dit mais qu'avons-nous à leur offrir à ces petits blancs? Parce qu'elle dit qu'il faudrait trouver un moyen d'unir je ne sais plus comment elle dit, les beaufs et les sauvages. Mais qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Et ça s'arrête là-dessus. Elle n'a aucune réponse. Mais parce que tout ce qu'ils sont, si on suit tout ce qu'elle écrit depuis 20 ans, tout ce qu'ils sont est à rejeter. La moindre chose qui pourrait susciter un élan de fierté chez ces gens-là, c'est raciste, c'est crypto-raciste, etc. Donc, il y a une sorte d'impasse qui conduit. Alors, elle sent bien le problème, que la minorité, ça ne suffira pas, mais elle se prive des moyens de répondre. Alors, je ne sais pas si... Si, tu as le temps de... Bon, je peux terminer. Tout le temps que tu veux. Voilà. Une citation de Boutelja, ça fait plaisir. Alors, peut-être une dernière chose, donc à propos, ce qui me semble la chose la plus, sur laquelle j'ai essayé d'insister. Donc, sur l'idée d'inconscient colonial, etc., d'inconscient esclavagiste. Donc, oui, le passé pèse sur les consciences du présent, mais on peut relever aussi, Marx dit ça dans l'idéologie allemande, il dit que les idées n'ont pas d'histoire, parce qu'une idée elle est produite à une époque, et elle ne passe à l'époque suivante que si quelque chose la reproduit dans le présent. Si rien ne la reproduit, eh bien elle va exister en l'air quelque temps, puis se dissiper. Donc il y a quantité d'idéologies qui ne survivent pas à leur moment d'apparition. Par exemple, je suis pas un historien, mais l'antiprotestantisme en France a été hyper structurant. Politique internationale, politique nationale, massacre, tout ce qu'on veut, discrimination, persécution, etc. Et puis ce n'est plus du tout structurant aujourd'hui. Alors ça existe sans doute, mais dans des petites poches, et ça n'a pas la capacité de définir le débat public. Bon, je me demande aussi s'il ne faut pas appliquer le même genre de raisonnement à la colonisation et à l'esclavage. C'est-à-dire, bien sûr que c'est important, mais ensuite, comment on explique le maintien dans le temps? C'est-à-dire que vous avez énormément de livres qui postulent le maintien dans le temps, qui disent que ça se maintient dans le temps, sans qu'on voit les mécanismes présents, les groupes sociaux qui reproduisent ce discours aujourd'hui. Alors il y en a, on sait bien les députés de droite qui voulaient faire voter les effets positifs de la colonisation, enfin on sait bien que ça existe, et donc ça a un poids dans la société. Il y a quantité d'autres expériences qui peuvent nourrir le racisme, et sur lesquelles il faut s'appuyer. Et donc j'insiste à nouveau sur cette idée de, par exemple, la question du travailleur détaché. Eh bien, évidemment que ces mises en concurrence, ça fait percevoir de la part de l'ouvrier français l'international en général comme quelque chose qui est quand même plutôt menaçant et qui va nous fragiliser. Ce genre de choses, évidemment, ça va nourrir du racisme. Alors, par exemple, en Allemagne, à l'égard de la Pologne, à l'égard des Polonais, c'est quelque chose qui peut être très présent. La concurrence pour les biens sociaux rares, dans les situations de crise, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça peut produire à part ce genre de conflit? Alors cet été, par exemple, au Maroc, il y a eu plein de conflits avec des jeunes migrants issus de l'Afrique subsaharienne. C'est parce que c'est du partage de biens sociaux et il n'y en a pas suffisamment. Bon, pourquoi ça n'apparaît pas plus dans le discours, dans l'antiracisme politique? Si vous connaissez un peu cette littérature, par exemple, il n'est presque jamais question de la question du chômage. Elle n'est jamais évoquée. Si elle est évoquée pour une seule chose, pour dire la discrimination. Mais expérience de pensée, imaginons qu'il n'y ait pas de discrimination en France, mais qu'il y ait 50% de chômage, ce sera la guerre dans les classes populaires.
même s'il n'y a pas de discrimination. Bien sûr qu'il faut lutter contre les discriminations, il n'en faut plus. Mais il faut aussi créer de l'emploi. Et bien, dans l'antiracisme politique, la question de la création d'emplois, qui est quand même ce qui gangrène les quartiers, eh bien, la question de la création de l'emploi, elle est absolument jamais mobilisée. Ce n'est pas un point à l'ordre du jour. Bon. On pourrait multiplier, alors si vous avez l'occasion, un livre qui vient de sortir aussi d'Aurélien Aramini, qui s'appelle Du racisme et des jeunes, des enquêtes dans les lycées professionnels. Dans les lycées professionnels, c'est la guerre. On se tape dessus entre gens des quartiers, gens qui ne sont pas dans les quartiers. Et ça conduit ensuite, ça s'interprète en termes de racistes. Voilà. De part et d'autre d'ailleurs, ça finit par être interprété en termes racistes et jamais en termes strictement individuels, ni en termes de nous ne sommes pas exactement les mêmes ouvriers, non, c'est immédiatement français, arabe, français, turc, etc. Enfin, bon, bah, ces expériences-là, il y en a 1000, il faudrait les lister, mais en tout cas, pourquoi simplement se tourner vers l'expérience principielle, matricielle du passé, etc., esclavage, qui sont importantes, mais il y en a plein d'autres avec des problèmes réels à résoudre. Parce que là, si je dis qu'il y a un problème de chômage, ben voilà un problème réel à résoudre. Mon programme n'est pas de restructurer la société occidentale depuis 1492. Mon problème, il est de régler le problème du chômage. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gamins dans le lycée pro voilà. Et donc ça me donne des problèmes concrets de dire qu'il y a des expériences présentes. Bon, je ne voudrais pas multiplier les exemples, là, je vais m'arrêter là, mais voilà, je pense que c'est important d'insister sur ces expériences. Et là aussi, je pense qu'il faut, Bourdieu disait qu'il faut objectiver le sujet de l'objectivation, c'est-à-dire qu'il faut que nous réfléchissions à notre rapport, à notre propre rapport au racisme, à l'antiracisme, aux classes populaires. Sinon, on a des biais. Et par exemple, là, ce que je raconte dans les lycées professionnels, je suis à peu près certain qu'aucun d'entre nous ici n'est passé par là, ni en tant qu'élève, ni en tant que prof. Qu'est-ce qui s'y passe? J'en sais rien. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe aussi, par exemple, sur les stades de foot? U16, U17, c'est là où il y a le plus de violence. Il y a des clubs qui se rencontrent, il y a des thèses là-dessus, j'en parle pas un peu à la légère, ça, il y a des thèses là-dessus. Il y a de la violence, il y a des rencontres avec de la violence. On n'en sait rien, nous, parce que on joue pas au foot. Et puis, c'est relevé sociologiquement, si on joue au foot, ou si nos enfants jouent au foot, ils arrêtent d'y jouer en arrivant justement dans les catégories U13, U14, parce que c'est là où ça commence un peu à devenir rude. Voilà. Bon, bah, ces expériences-là, de tension, moi je trouve qu'elles passent à la trappe. Trop souvent de nos discussions sur le racisme, alors qu'elles nourrissent des expériences et on pourrait en proposer d'autres interprétations au lieu simplement de ne pas en parler. Voilà. Parlons de ce qui se passe dans les lycées pro, parce que lui, Jordan Bardella, je suis à peu près sûr qu'il en parle quand il y a un fait divers. Parlons-en et donnons d'autres lectures que ces lectures en termes raciaux, proposées. Voilà. Donc pour terminer, juste en un mot, je tiens à le préciser, enfin c'est malheureux, mais tous les arguments que j'ai évoqués ici ont, de près ou de loin, été soutenus par des intellectuels ou des militants afro-américains. Je précise parce qu'il y a une sorte de racialisation du débat depuis quelques années, où finalement la légitimité à parler vient de sa couleur de peau. Donc je précise tout ce que j'ai dit là, c'est un peu le sens du début du livre, j'ai essayé de montrer que ce que dit l'ancêtre de l'antiracisme politique, j'ai essayé d'identifier un ancêtre, Carmichael, en fait il est critiqué par la plupart des autres militants afro-américains. Black Panthers, Martin Luther King, les militants syndicaux, et donc c'est pas du tout une question de blanc de noir. Donc celui qui vient dire Carmichael c'est la voix des noirs, bon il se fiche du monde, non, c'est pas la voix des noirs du tout, c'est une voix parmi d'autres et il a été condamné, critiqué plein de fois. Voilà, donc je vois ce que je précisais, y compris sur ces questions-là de tension dans les classes populaires, de violence, etc. C'est des choses qui ont été pensées par des auteurs afro-américains, par Jesse Jackson par exemple, un grand militant. Ouais, il disait, le ghetto, ce qui est devenu le ghetto, grâce aux politiques néolibérales, ou à cause d'elles, il s'est effondré sur lui-même, ça produit de la violence endémique. Évidemment que le type qui voit ça à la télévision, il se dit mais ils sont quand même pas comme nous. Ils se tirent dessus sans arrêt, voilà, ce genre de choses, ça nourrit. Et donc comment comment on fait, j'en sais rien, vous doutez bien, sinon j'en sais rien du tout, si on ne serait pas là, mais voilà, il me semblait que ça permettait de reposer un peu le débat dans d'autres termes. Voilà, je vous remercie.
après le philosophe, donc la parole à l'historien pour une première question. Si Ah oui, tu- non, mais moi je voulais demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une question immédiate, comme j'ai déjà parlé, j'ai lu 3 fois le livre, on a discuté du manuscrit, donc je connais très bien la chose. Maintenant, est-ce qu'il y a une question d'emblée qui vient? Sinon j'ai des questions effectivement, mais est-ce que parmi vous, certaines veulent d'emblée poser une question? Le risque c'est de l'oublier après. On va enclencher pour réchauffer, à moins qu'effectivement il y ait une question tout de suite qui vous vient. Sinon, on réchauffe avec quelques questions. Ah, une question, oui. Non, c'est bon. Une remarque d'abord, puis une question sur toute la tradition, parce que tu fais une sorte de généalogie d'un ensemble qui est assez finalement composite, qui n'est pas linéaire et qui est parfois devenu inconnu. Préalablement, une remarque sur la tradition que tu as décrite et sur la façon dont le débat s'est posé depuis, on va dire, 15-20 ans autour de ces questions coloniales, post-coloniales. Ce qui est tout à fait marquant, c'est que, pour revenir au terme même république, on pourrait discuter longuement du rapport compliqué qu'ont eu un certain nombre de républicains à la question coloniale, c'est que vous avez une focalisation dans le débat français sur le fait que ce serait de la faute de la République, de l'histoire républicaine, et que la matrice républicaine serait totalement indissociable de la matrice coloniale. Avec, prenez le discours de Jules Ferry au moment de la conquête de l'Indochine de 1880, et comme c'est en même temps que l'école gratuite laïque obligatoire, vous dites, regardez, c'est la même chose. Ce qui, attention, n'est pas à balayer d'un revers de main, parce qu'il y a une articulation réelle dans le projet à ce moment-là. Et ce qui est frappant, en plus des gens qui sont censés être très connectés à des débats anglo-saxons, c'est que toutes les grandes puissances coloniales, à commencer par la reine Victoria, qui elle aussi a régné longtemps en Bretagne, il y a eu des justifications au nom de la civilisation sur les peuples inférieurs qui n'avaient aucun rapport avec une quelconque tradition républicaine. Est-ce que le Kaiser Guillaume II, lorsqu'il veut conquérir, et il y arrive d'ailleurs un certain nombre de pays africains, est-ce que ça se fait au nom d'une tradition républicaine? Pas du tout. Donc il y a une matrice commune. Là, c'est là où raisonner en termes de classe a son intérêt, c'est que vous avez une partie des classes dominantes européennes qui sont connectées aux questions coloniales et qui sont colonialistes pour des raisons qui excèdent les traditions politiques spécifiques à chaque pays. Ça me paraît important de le rappeler parce que, encore une fois, on a tendance sinon à dire regardez, la France est particulièrement raciste, c'est particulièrement républicain. Je dis ici, probablement, la plupart des gens ne sont pas convaincus de ça, mais c'est quand même ça qu'on entend beaucoup. Voilà. C'est une évidence, mais je crois que c'est une évidence assez bonne à rappeler là-dessus. D'autant que, je ne vais pas être trop long, mais sur la question républicaine elle-même, quand vous voyez quelqu'un, bon, une figure, un peu un totem, parce qu'on mobilise souvent comme Jaurès, ce qui est intéressant, c'est que Jaurès, qui est quelqu'un qui est parfaitement colonialiste et entre guillemets raciste au départ, dans les années 1890, soutient l'effort de Ferry et autres, et quelqu'un qui évolue sur les questions coloniales au nom de la promesse républicaine la plus ferme, et c'est au moment où Jaurès rencontre le marxisme et qui s'intéresse à l'histoire coloniale qui justement évolue sur ces sujets-là, en tenant les différents bouts. Donc ça me paraît intéressant de restituer ces différentes choses-là. Non, ma question tu as présenté aussi l'ouvrage, l'anthologie que tu as préparée pour les éditions d'Humanité. Bien sûr qu'on n'a pas de réponse toute faite à partir des textes du passé, sinon ça se saurait. Puis les expériences historiques, on a essayé de prendre des 3-4 citations pour résoudre tous les problèmes, n'ont pas forcément toujours donné des résultats extraordinaires. Si tu avais aujourd'hui 1, 2, mettons 3 maximum, sinon après ça va devenir entre guillemets un catalogue, quels seraient pour toi les textes les plus pertinents pour comprendre ce que tu as compris, parce que tu as fait tout un travail empirique que j'ai trouvé assez impressionnant. En même temps, articuler une tradition philosophique en disant regardez, je regardais les chiffres du racisme aux États-Unis, en France, c'était pas donné à tout le monde. Quels seraient les textes qui, d'après toi, dans cette tradition-là, seraient les plus lisibles aujourd'hui, susceptibles d'être mis dans toutes les mains pour dire regardez, il existe véritablement une autre tradition antiraciste qui n'est pas celle qui est la plus communément véhiculée, contraire à ce que tu as dit, notamment sur l'antiracisme politique. Qu'est-ce que tu recommanderais de prime abord? Alors, ton ontologie, je me doute que tu vas la recommander, pas de problème, mais qu'est-ce qu'il y aurait de plus qui permet d'entrer directement dans le sujet? Je te dis ça parce que tu es amené à évidemment défendre ce livre à différents niveaux, d'abord au niveau plus professionnel, puis désormais au niveau plus public, et des gens me demandent déjà, mais alors, bon, est-ce qu'on a lu, c'est intéressant, mais quels sont les textes, quels sont les 2-3 auteurs qui nous permettraient d'un peu trouver des réponses, parce que comme tu poses des questions très contemporaines, les gens vont être en demande de réponses contemporaines, et donc se dire quel texte serait les plus, parce que tu as exploré énormément de choses. Voilà. Bah, si je prends des contemporains américains,
Parce que là Ouais, aussi, prenons des Américains, c'est parfait. Parce qu'en plus, on nous renvoie que Voilà, la France ne comprend rien, que les Américains comprennent tout. voilà, il y a cette idée que la France serait Prenons en des retard sur les Prenons sciences Majorès, sociales ouais. Et américaines, le mais résultat le prouve. Pardon? Le résultat le prouve, ils comprennent. Évidemment, c'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. donc Nickel. oui, il y a cette idée qu'on serait en retard, ça c'est une grande thèse, hein, le retard français sur les universités américaines, mais vraiment il y a un tour de passe-passe, hein, parce qu'en réalité, ce qui nous vient des États-Unis, c'est une toute petite partie de la production, Oui. qui donne l'impression que les Américains, par exemple, pensent qu'il faut utiliser le terme race, alors que non, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Alors ils sont sans doute dominés quand même dans le champ académique, hein, ça je ne connais pas exactement la structure de ce champ, mais j'imagine qu'ils sont dominés. Ça c'est très bien, par exemple, Racecraft, ou l'esprit de l'égalité aux États-Unis, Barbara Fields et Karen Fields, c'est vraiment, donc Barbara Fields c'est sans doute la meilleure historienne sur l'histoire du Sud et de l'esclavage aujourd'hui, et qui vous dit, mais là, voilà, il faut arrêter sans arrêt de remettre la race, ça ne permet de rien comprendre du tout. Bien sûr qu'il y a du racisme, et ne nie pas. Bon, bah, ça fait partie de ces voix afro-américaines qui passent pas. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des effets d'intimidation où on dit il faut écouter les voix afro-américaine et jusqu'à abdiquer son esprit critique parce que ça vient de quelqu'un qui est afro-américain. Et en même temps, il n'y a pas une censure, mais pas loin non plus. Dire comment ça se fait que des gens qui écrivent des gros livres sur l'idée de race, qui parlent de plein d'auteurs américains, ils ne parlent pas de celle-ci. Allez voir sur son... donc elle est prof à New York, allez voir sur le site le nombre de prix qu'elle a pu recevoir. Enfin, je pense que c'est une des plus grandes universitaires américaines. Oui, c'est pas un auteur de troisième zone. Ben non, ils font... Enfin, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils font vraiment silence dessus. Et puis, donc, il y a des gens qui sont autour d'un site qui s'appelle nonsite.org aux États-Unis. J'en ai reproduit quelques-uns de leurs textes. Quelqu'un qui s'appelle Adolph Reed, par exemple, proche de Bernie Sanders, qui écrit sur le racisme aujourd'hui, notamment la violence policière, mais dans une perspective qui est socialiste. Et là aussi, c'est fou, hein, quand il écrit un article, notamment sur celui sur les violences policières, il met une note, il commence par dire, il dit « j'ai horreur de ça, mais je suis obligé d'écrire que je viens du Sud, que j'ai grandi en Louisiane, pendant la ségrégation, parce que quand j'écris ce texte-là, je me prends des volets de bois vert, je me fais traiter de blanc. » Et donc il fait une note biographique comme ça pour dire, et donc lui aussi déplore cette espèce de racialisation, et ils sont un réseau d'universitaires américains. Il y a aussi Cedric Johnson par exemple, Touré Reed, la revue La Pensée a traduit deux articles de lui par exemple, dont un qui disait qu'il y avait des statistiques ethniques, il y a des statistiques ethniques américaines qui disent par exemple qu'il y a 30% de noirs affectés au Covid, 30% de blancs, par exemple. Et lui montre qu'en réalité, c'est une variable confuse. Parce qu'en réalité, derrière ce qu'ils appellent race, si on regarde statistiquement, eh bien, on a la probabilité de prendre des transports en commun, la probabilité d'avoir un travail essentiel, la probabilité d'avoir des comorbidités. Et tous ces éléments-là, par exemple, on ne les retrouve pas dans la bourgeoisie noire, évidemment. Et on les retrouve beaucoup dans les classes populaires blanches aussi, et du coup, il y a bien une statistique qui dit qu'il y a un écart, et l'écart veut dire quelque chose, hein, mais en réalité, il renvoie à une multiplicité de facteurs, et c'est pas, il ne se réduit pas à cet écart-là. Donc voilà, ceux-là, moi je pense que c'est non-site, voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. Site de ressources, puis sinon cette anthologie, enfin, c'est des petits textes hein, de quelques pages à chaque fois, mais... Peut-être, pour rebondir sur tout ça, moi j'ai quelques questions, trois, disons, grandes questions, et une est surtout un moyen pour te faire parler davantage encore du livre qui se lit très très bien, argumenté, et qui est un ouvrage de philosophie, mais pas seulement. Sa force, c'est qu'il s'appuie sur l'histoire et sur la sociologie, très fortement. Et même les intuitions, les idées, les critiques philosophiques les plus fortes viennent d'analyses historiques. Donc, ma question, ce serait si tu peux rappeler à la salle quelques-unes de ces analyses historiques,
c'est des billes, donner des billes parmi lesquelles, moi j'ai remarqué, tu peux choisir celle qui te parle le plus, mais celles qui m'ont le plus frappé en lisant ton livre sont sûrement revenir aux Jacobins, à Robespierre et à Toussaint Louverture pour répondre aux critiques que portent par exemple les indigènes de la République à l'universalisme et aux idéaux de la Révolution française. Ensuite, on peut citer aussi un autre élément historique, c'est que tu reconstruis aussi beaucoup de figures, tu parles de figures des Black Panthers, du Parti communiste américain, et comme par exemple toutes ces figures, Bobby Seale, Jesse Jackson, jusqu'à Angela Davis. Quel rôle historique ils ont joué dans le débat intellectuel? Troisième bille historique, un petit scoop pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais qui est très connu. Dans le mouvement des droits civiques, dans les organisations répondant au départ à Martin Luther King, le SNCC, c'est ça l'acronyme, tu rappelles là aussi l'histoire de cette organisation et comment d'une organisation mixte impliquant aussi des blancs, on passe à une organisation non mixte et les problèmes que ça engendre historiquement et aussi du point de vue militant. Autre élément historique, par exemple, les politiques de Franklin Delano Roosevelt pendant le New Deal et leur impact sur aussi le quotidien et l'insertion dans le travail des Noirs d'Amérique, qui a été, disons, le point jamais rappelé par Stokely Carmichael et les différents théoriciens de ce que tu appelles l'antiracisme politique. Il y en a vraiment beaucoup aussi, la généalogie, ce que tu appelles la généalogie refoulée de la non-mixité, extrêmement intéressant sur la proximité de ce Marcus Garvey, militant, activiste pour l'émancipation des Noirs, mais proche des nazis et de leurs idées, dans les années 30, si je ne me trompe. Et puis, plus récent, qui touchera vous tous, le passage historique en France de la figure du travailleur immigré à celle du beurre, la responsabilité du pouvoir socialiste dans les années 80 de ce passage, ensuite ce que tu appelles la culture de la provocation dans les années 90 dans les banlieues, jusqu'au encore très très chaud aux attentats récents et aussi leur impact. Tu essayes de aussi étudier ou de réfléchir à ce qui est un peu un tabou, de penser à l'articulation entre la présence de ces attentats d'une virulence rarement atteinte sur le territoire français par des groupes islamistes et qui, ça aussi, selon toi, engendrerait une poussée de racisme. Ça, c'est pour les questions de débit historique. Une question philosophique, conceptuelle. Tu commences avec cette dichotomie entre antiracisme moral et antiracisme politique. Et tu en arrives à dire que l'antiracisme moral est un antiracisme libéral. Et donc, ça, c'est la critique de l'antiracisme moral qui te porte à dire que c'est un antiracisme lui aussi politique et libéral. Comment, j'ai pas vu de dénomination conceptuelle pour l'antiracisme politique, ce que l'antiracisme dit politique. Tu dis parfois
un antiracisme qui se réapproprie la catégorie de race. Mais peut-être là, ça pourrait être intéressant d'avoir développé un concept pour catégoriser, recatégoriser, parce que tu as commencé cette recatégorisation pour le racisme moral, et on s'attend à des termes pour mettre un nom à tout le travail critique vis-à-vis de l'antiracisme politique. Et enfin, troisième question, plus pratique, plus militante. Fini après. C'est la dernière. Dernière. Quelle serait, parce qu'en plus nous avons l'honneur d'avoir un sénateur parmi nous, Monsieur Colomba, quelles seraient donc 3 politiques antiracistes qui découleraient Ton projet de loi, là. de ce travail théorique, mais qui ce n'est pas éloigné de la fin de ton livre, puisque tu parles de Piketty et de certains travaux qui suggèrent aussi des politiques, et tu en suggères quelques-unes. Donc voilà. Il y a un projet de loi qui est en train d'émerger, je Tout trouve, à fait, sénateur. qui rejoint d'ailleurs ce qui a été dit, créer des emplois, politique de plein emploi. Et vous allez voir que le problème sera en voie de règlement assez rapidement. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça le fond du débat. C'est-à-dire qu'on a tout le système, on est dans une espèce d'illusion. On vit en traitant des problèmes qui sont des problèmes à côté. Là, ici, le problème du racisme, en tout cas pour cette affaire, moi j'ai apprécié ce que vous avez dit sur ce plan-là, c'est-à-dire que, bon, ben, enlever, et quand on discute de racisme, hein, on ne discute pas qu'on ne s'occupe pas, alors que c'est lamentable, de la politique de l'emploi, que même dans le système, l'emploi est une conséquence d'une politique, malheureuse quand même. Hein. C'est la bonne politique libérale qui amène, évidemment, qui a un peu de chômage, mais l'objectif, notamment chez les démocrates sociaux de la grande époque, le principal objectif, c'était l'emploi. Parler que de ça. Bon, je crois que c'est un... Bon, ça va. Enfin, je pense qu'il va vous rejoindre. Et écoutons... Il y a d'autres questions pour faire peut-être une série de questions. C'est pas une question, Bah, c'est si. juste une phrase. Ou une intervention. Une proposition de réponse, c'est que pour moi, les deux, le racisme moral, alors l'antiracisme moral et l'antiracisme politique tel que vous l'avez décrit, sont deux facettes d'un antiracisme libéral. Je ne vois pas pourquoi il faudrait une étiquette de plus. C'est bien, bon, c'est effectivement l'une des thèses du livre. Une question. Peut-être, puisqu'il y a déjà beaucoup de questions sur la table. Allez, une petite dernière, parce qu'après le temps va tourner, comme les questions ont été immenses. J'ai peur qu'on n'ait pas d'autres. Mais on a du temps. C'est une question très brève, une intervention très brève, c'est que je ne sais pas si c'était votre but, mais votre livre, et il y a peut-être derrière toute la réflexion de ce que vous dites, de la construction d'un bloc populaire, percute incroyablement avec les débats politiques d'aujourd'hui, et avec justement la recomposition du champ politique. Et en particulier, c'est tout le débat, fâché, pas facho, etc. Tout ce débat, toute cette façon d'aborder les questions de faire revenir les classes populaires vers le vote, de sortir de l'abstention, tout ce qu'il y a derrière autour du racisme, bien évidemment, de la captation d'une partie de cet électorat par le Front National, et puis de ces tentatives, parfois maladroites, de certains de reparler aux classes populaires en reposant la question du travail. Enfin, en tout cas, je trouve que votre travail est très très passionnant. Ça donne vraiment envie de réfléchir à ça, et ça percute de façon très actuelle les problématiques politiques d'aujourd'hui. On n'en a pas parlé, mais par exemple, la façon dont Noiriel s'est fait massacrer quand il a sorti son bouquin, la façon dont aujourd'hui on pose le débat de la laïcité, j'ai assisté au débat de la fête de l'humanité avec Carole Delga, tout ça, c'est percuté par toutes ces questions-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très passionnant. Merci de votre travail. Je vais lire votre livre. Oui, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question par rapport justement aux possibilités de passage d'un antiracisme politique ou disons identitaire à un antiracisme proprement dit socialiste. Et je vous pose la question parce que je m'y connais peu sur ce sujet.
Mais par exemple, Malcolm X, lorsqu'il rompt avec Nation of Islam, et qu'il abandonne le nationalisme noir strict pour embrasser même enfin, il y a des rapports avec des mouvements prolétariens blancs, américains, etc. Et puis ils rompt vraiment avec toute l'idéologie de la Nation of Islam dont il s'extrait en fait. Quel est son cheminement politique ou même théorique? Où est-ce qu'il voit qu'au final, enfin, comment est-ce qu'il voit qu'au final le nationalisme de la Nation of Islam ne sert qu'une partie de la classe, même des fractions de la bourgeoisie noire, etc. Enfin, je connais très peu ce dossier, donc ça m'intéressait d'avoir votre avis là-dessus. Ok. Ouais. Allez, dernière. Après, On a une question sur l'articulation. Vous parliez des travailleurs juifs au début du XXe siècle au Royaume-Uni. Et donc ma question était plus sur en fait, l'articulation entre racisme lié à une expérience sociale, par exemple dans les classes populaires, et quelque chose qui est peut-être plus religieux, enfin tout ce qui est justement, on parle de l'antiprotestantisme en France, ou la longue tradition antisémite du christianisme occidental, ou du racisme anti-musulman aujourd'hui. Comment en fait, enfin, est-ce que c'est la même chose, le racisme et la défiance religieuse, est-ce que ça comprend les mêmes mécanismes? Bon, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si j'arriverai. Pour ce qui est des épisodes historiques, j'en choisis un parce que je ne peux évidemment pas tous les traiter. Mais cette idée qu'on retrouve, qui est très répandue, que l'universalisme c'est un racisme, qui fait partie de. Moi, j'ai simplement repris en fait les textes d'Aimé Césaire, de Nelson Mandela, et tous disent la même chose, quoi. Nous, les déclarations universelles, on prend. Hein. C'est formidable. Hein. On est privé, on ne dit pas que c'est des coquilles vides, on ne dit pas que ce sont des masques de la domination, non, c'est des choses très importantes. Et puis alors on sait bien que ce sont des textes, ce n'est pas le réel, mais ce sont quand même des points d'appui. Donc c'est typiquement le faux procès. Et alors l'universalisme apparaît comme le représentant de la pensée européenne. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a une tradition anti-universaliste européenne depuis la Révolution française, c'est les contre-révolutionnaires, puis enfin, l'extrême droite, le nazisme. Donc, par exemple, un des grands anti-universalistes, c'est Alfred Rosenberg, l'intellectuel organique du parti nazi, qui dit vraiment l'universalisme, c'est l'égalité des femmes, hommes-femmes, c'est les classes populaires qui se révoltent, et donc il faut allier un refus entier de l'universalisme et la race. Et enfin, je mobiliserai une critique de l'universalisme, plus l'idée de race. L'honnêteté intellectuelle me conduirait à dire en quoi je ne me reconnais pas dans cette tradition, et là il n'y a rien, il y a un vide. Qui produit de drôles d'effets, c'est la revue Éléments, par exemple, Éléments pour une civilisation européenne, une revue d'extrême droite, la nouvelle droite d'Alain de Benoît. Et ils ont interviewé, il y a des interviews de Brouilla Boutelja dedans et d'autres. Et alors on voit, Alain de Benoît expose ses points de désaccord. Alors quels sont ces points de désaccord? C'est pas du tout l'anti-universalisme. Il n'est pas en train de dire non, je défends l'universel. Il dit non, moi ce que je te reproche, Brouilla Boutelja, c'est de dire que que l'Europe c'est l'universalisme. Va lire Heidegger, va lire tous ces penseurs conservateurs, tu verras que l'universalisme, ils n'en veulent pas. Voilà. Et donc, du coup, en réalité, c'est une pensée européenne. Ils subissent l'hégémonie d'une pensée européenne, tout en disant que finalement, la seule voie pour sortir de l'Occident, c'est l'anti-universalisme. Alors que c'est complètement européen, l'anti-universalisme aussi. Voilà, donc bon, en tout cas, ceux qui se sont battus dans l'histoire, en tout cas, c'est déjà au moins un constat qui devrait un peu forcer un peu à l'humilité. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus contre le racisme, les grandes figures, tous se disent universalistes. Il n'y en a pas un qui... je n'en avais pas rencontré un seul disant l'inverse. Oui, pour ce qui est de l'emploi, donc je suis d'accord. Hein, quand Roosevelt est extrêmement populaire, à chaque fois une majorité d'électeurs noirs votent pour lui à cause du New Deal, parce que ça a sorti énormément de noirs de la pauvreté, mais il a mauvaise presse. C'est-à-dire que quand on lit par exemple le livre de Stokely Carmichael qui dit, donc Black Power, il dit les coalitions ça sert à rien, il n'y a rien à attendre des Blancs parce que les Blancs font bloc, il ne parle pas du tout du New Deal.
Alors que pourtant, c'est un grand moment de progrès pour les Afro-Américains, qu'ils ont ensuite, ils ont toujours voté pour lui massivement. C'est absent. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une politique de coalition interraciale. Donc ça ne les intéresse pas. Le livre La fragilité blanche, l'espèce de best-seller, je crois 1,6 million, etc. Elle dit à un moment, quels ont été les grands progrès sur ces questions de discrimination au XXe siècle aux États-Unis? Et alors on le lit une fois puis on ne se rend pas compte, on relit 2 fois, mais ils sont où les droits civiques? Il n'y a pas les droits civiques. Et parce que c'est une politique interraciale. Et donc, elle parle au XXe siècle des progrès aux États-Unis en matière de discrimination en général, elle inclut sexualité, etc., et les femmes, et elle zappe le mot de droits civiques. Enfin, comment on peut faire ça? Donc on a une réécriture de l'histoire au profit d'un... Donc bref, voilà, Roosevelt, la politique d'emploi, alors ça fait pas tout, ça ne doit pas tout se ramener à ça, de logement, etc., mais c'est quand même un gros chapitre. Et puis oui, je suis d'accord, la politique fâchée, pas facho, c'est ça, c'est-à-dire il y a un certain nombre de questions soulevées par les... Enfin, moi, c'est ainsi que je le lis, en tout cas, soulevées par les classes populaires, auxquelles l'extrême droite apporte une réponse et qui peut-être nous tétanise. Et donc, on n'en parle pas. Et puis, du coup, on laisse le monopole d'un sujet. Alors, il ne s'agit pas de reprendre tout ce que raconte un électeur RN, par exemple. Enfin, évidemment que c'est complètement... Mais par contre, il y a sans doute une partie de ce qui est dit qui peut recevoir une interprétation de gauche. Pas, on ne veut pas d'interprétation de droite. Ça, c'est le travers Manuel Valls. Manuel Valls, lui, il prend le problème plus l'interprétation de droite. Voilà, ça c'est fait, quoi, et puis c'est absolument aucun intérêt. Mais c'est retravailler quel est exactement le problème, comment on le traite, comment on en parle. Alors, je fais un chapitre sur la culture de la provocation, qui est une expression utilisée par des sociologues pour parler de la culture de la provocation de certains jeunes des cités, etc., qui c'est sur la base d'enquête, etc. Bon, et en réalité, on peut rapidement voir que cette critique-là, elle émane aussi des quartiers populaires eux-mêmes. C'est-à-dire que ces sociologues-là citent des jeunes, des parents ou des grands-parents dire « il y en a marre », etc. Donc ce n'est pas un problème de facho, c'est un problème sur lequel le Front National, évidemment, pour l'instant, a l'avantage total, et comment on en parle, comment on politise ce problème. Petite anecdote, on fait des opérations parfois militantes dans un quartier à Besançon, Planoise par exemple. Bon, il y a du trafic, je pense que c'est même allé au niveau national, parce qu'il y a même des morts. Bon, et bien, de quoi nous parlent Alors, nous, on arrive avec notre acte pouvoir d'achat. Rien du tout, c'était pas ça le sujet. Le sujet, de la part de maires d'origine africaine ou maghrébine, c'était le problème du deal. Et alors évidemment, le mot insécurité, il ne va pas, parce qu'il ne traduit pas exactement leur problème. Ils n'ont pas peur de se faire agresser. Mais elles, leur frousse, c'est que leurs enfants deviennent choufs. Parce qu'elles, elles n'ont pas d'argent pour leur filer de l'argent de poche, et ils pourraient tout à coup se retrouver à avoir... Et donc, elles, quand elles écoutent, c'est un problème, elles disent un problème de sécurité. Et quand on parle avec elles, on voit bien que c'est le problème... Bon, du coup, moi je pense qu'on a plein de choses à dire. Enfin, on aurait sans doute des choses à dire là-dessus, sans faire du Manuel Valls, quoi. Évidemment, ne mènerait à rien. Pour Malcolm X, je suis loin d'être un spécialiste, mais le problème de Malcolm X, donc vous avez raison, il est d'abord dans Nation of Islam, avec tout le problème de Nation of Islam. Même le biographe attitré de Martin Luther King, qui est pourtant nationaliste noir, dit que Nation of Islam, c'est quand même délirant, quoi. Donc il en sort, d'abord très nationaliste noir, puis après, effectivement, il commence à aller vers autre chose, notamment du fait de son voyage à la Mecque, etc. Tout à coup, on sent qu'il va abandonner la ligne de couleur, mais il se fait assassiner. Et du coup, il se fait assassiner très rapidement et l'évolution, elle n'a pas le temps. On voyait bien qu'il était sur une autre trajectoire. Et c'est ce qui fait que des gens comme par exemple les Black Panthers s'y réfèrent. Et pourtant, ils sont très hostiles à Carmichael, qui lui aussi s'y réfère, mais plutôt dans une ligne anti-blanc, etc. Donc voilà, il est un peu arrêté au milieu du guet. Mystère, quoi. Oui, c'est vrai que même U.A.P. Newton, dans son autobiographie Le succès révolutionnaire, il parle beaucoup en fait de Malcolm X, et on a vraiment l'impression qu'ils ont voulu constituer le parti que Malcolm X aurait
Voilà. constitué. Voilà. Le dernier Malcolm X en tout cas. Ouais. Et puis pour ce qui est oui, de racisme et religion, bah, c'est une question difficile, c'est-à-dire dans quelle mesure la critique par certains de l'islam n'est pas qu'un recyclage du vieux racisme anti-arabe en essayant de se donner une sorte de légitimité. Donc il y a une sorte de chevauchement qui me semble très difficile à distinguer. Ça se nourrit. Voilà, je ne saurais pas trop tellement quoi répondre. Il y a quand même dans l'anthologie, là je parle quand même d'une évolution, c'est un peu parallèle, de l'antisémitisme traditionnel chrétien à l'antisémitisme racial. Et c'est Losurdo, il donne l'exemple de Mortera, je crois, un gamin qui avait été baptisé en douce par un enfant juif, baptisé en douce par sa nourrice, et du coup le pape le récupère parce qu'il est chrétien, enlevé à sa famille juive. Et il connaîtra ensuite, il deviendra évêque, il va connaître une ascension sociale alors qu'il est juif. Et Losurdo dit, ben ça c'est l'anti-judaïsme traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop les juifs, mais la conversion peut changer quelque chose, peut connaître une ascension. Et Losurdo, c'est un beau texte d'ailleurs, il dit, il meurt en 40 dans un monastère en Belgique, au moment même où là, pour le coup, on va chasser des enfants juifs, regarder s'ils n'ont pas une ascendance juive à 3 ou 4 générations, c'est-à-dire la conversion, on s'en fiche, il n'y a plus rien de religieux, dorénavant c'est le sang, et donc vous êtes pris dedans, c'est racial, il n'y a plus de conversion, c'est terminé. Et donc là on voit bien qu'en effet c'est quand même un peu différent. Par contre, alors aujourd'hui à l'égard de l'islam, je ne sais pas si c'est du racisme anti-arabe qui mute, ou qui est hypocrite, ou si, bon voilà, je ne saurais pas. Excusez-moi, sur la question qu'il a posée sur la généalogie, en particulier les références à Angela Davis et à d'autres penseurs qui emploient le terme de race, est-ce que vous êtes en accord avec... Est-ce que vous reprenez une partie de cette généalogie? Oui, tout à fait, oui, je m'en nourris dans le texte. Alors après, ils utilisent aussi le mot race en contexte américain, où c'est une catégorie de recensement, hein. C'est écrit sur la... Qu'est-ce qu'ils auraient dit de cette catégorie dans un autre contexte, je ne sais pas. Mais oui, c'est des auteurs il y a un horizon marxiste, alors différent. Les Black Panthers sont plutôt maoïstes, Angela Davis c'est le Parti communiste américain. Là aussi d'ailleurs, hein, candidate aux élections présidentielles à 2 reprises. La première femme noire présentée une élection, c'est le Parti communiste américain dans les années 60. Toute une généalogie qui mériterait aujourd'hui, par exemple, alors j'ai reproduit le texte là-dedans, on parle beaucoup d'intersectionnalité, race, classe, genre, etc. C'est formulé en 1949 par Claudia Jones, une militante du Parti communiste américain. Et alors, elle n'est jamais dans les généalogies. On nous parle 1989, Kimberlé Crenshaw. Là, c'est 1949, puis elle est quand même enterrée à la gauche de Marx, hein, au cimetière de Highgate à Londres. Hein, c'est pas une militante inconnue, etc. Le carnaval de Notting Hill, elle le fonde, etc. C'est une grande militante. Et elle dit, voilà, nous sommes exploités, triple pression, comme femmes, comme travailleurs, comme noirs. Disparu des généalogies, mais à nouveau, à mon avis, parce qu'il y a un biais politique. C'est-à-dire que Claudia Jones, elle dit ça, mais en même temps, elle dit qu'il faut un parti des travailleurs. Et ceux d'aujourd'hui, c'est pour ça que l'intersectionnalité, c'est une notion, bon, intéressante, mais elle est quand même vraiment pas nouvelle, quoi, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est une politique et c'est ça qui guide tout. Parce que sinon, ils nous parleraient de Claudia Jones. Mais ils n'en veulent pas parce qu'elles, son optique politique, c'est un parti de travailleurs. Alors qu'eux, ils veulent des partis sectorisés qui convergent. Voilà. Il y a eu les mêmes débats en Afrique du Sud, avec l'ANC qui s'est converti à un parti multiracial, alors qu'au début, c'était un parti racial. Et l'arrivée des marxistes, des communistes, à l'intérieur du Parti communiste sud-africain a changé la perspective. Ouais, en fait, ces débats, ils ont eu lieu depuis longtemps. C'est pas du tout une nouveauté, mais c'est vrai qu'ils viennent ici maintenant. Et ils ont eu lieu il y a longtemps. Une question. J'avais une question sur la finalité, on pourrait dire, de
de l'antiracisme à la mode ou sauce décoloniale. C'est-à-dire qu'on a affaire à une idéologie, c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde, c'est un récit producteur de sens, donc nécessairement il doit y avoir une finalité. Dans l'antiracisme, tel qu'on peut le définir sous un prisme universaliste ou républicain, on voit bien la finalité, c'est une société des égaux, c'est basé sur la possession de la raison. Là, on a du mal à voir où ces militants doivent arriver. Quelle est leur société idéale? Quel est le diabète? Plus avant de recherche d'égalité. Vous ne pouvez pas trop creuser parce que ça part. Non, mais c'est. Non, mais c'est intéressant, je rigole. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Bah, je partage la même perplexité. Hein. Ils veulent une société post-raciale, enfin quelque chose comme ça, c'est ce qu'ils écrivent. Mais après, il n'y a pas réellement de programme de transition. Hein. C'est une espèce de. Il faut secouer les structures sociales de l'Occident, quoi. Depuis 1492, quoi. Une société post-raciale, c'est universel, du coup. Enfin, Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Théoriquement, c'est le même objectif. Ils disent c'est ce qu'on veut, mais dans un premier temps, on est obligé de. Mais en tout cas, il n'y a pas de réforme. Moi, j'ai jamais lu de. J'ai plutôt lu d'ailleurs des tentatives de couper l'herbe sous le pied à toute proposition. C'est-à-dire que quand émane la possibilité, je sais pas, les récépissés en cas de contrôle d'identité, vous aurez plutôt un article disant c'est n'importe quoi, ça changera rien. Voilà. C'est plutôt ça qu'on lit, plutôt qu'une des propositions. Mais c'est pareil, c'est déjà la question qui se posait. Il y a un roman qui est très intéressant de Romain Gary qui s'appelle Chien blanc, parce qu'il était aux États-Unis au moment du Black Power, etc. Et il se dit ça, il dit mais il comprend pas en fait ce qu'ils veulent, et il finit par dire qu'au fond c'est une sorte de politique de fierté, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une affirmation de la fierté de ce qu'on est, en tout cas de la part de certains, pas tous. Hein. Par exemple pas les Black Panthers, mais Carmichael, qui n'a pas d'autre finalité que ça. Parce qu'on ne la voit pas, en fait, la finalité, effectivement. Cela dit, là-dessus, non, depuis le temps que vous posez la question. Le commentaire que j'ai voulu faire au début, c'est qu'il me semble qu'il y a un recouvrement entre les notions de race et les questions de culture. Je pense en particulier aux Américains. J'ai vécu quelques années, disons, dans le nord de la Floride, au sud de la Géorgie, pas très loin du lieu d'origine de Martin Luther King. Et j'ai été frappé que le fait que les Noirs, qui sont largement majoritaires, parlent un anglais que je ne comprends presque pas, déjà ça. Et inversement, quand je m'exprime de ma manière, ils ne me comprennent pas non plus. Donc il y a déjà un vrai problème de langue. Et au-delà, il y a évidemment toutes sortes de valeurs, toutes sortes de partis pris, toute la culture qui est différente. Et je crois que ça répond en partie à ta remarque que le racisme survit à ces principes générateurs. Tu parlais du colonialisme qui est quand même de l'histoire, et ce n'est plus actuellement le moteur, mais je crois que c'est un moteur de culture qui s'entretient, et peut-être que cette notion de fierté y est pour beaucoup. C'est-à-dire les gens veulent être ce qu'ils sont. Je comprends. Nous aussi, on veut. Tout à fait. Oui, mais je partage. Comme le mouvement ouvrier au départ, c'est l'autonomie, on est ce qu'on est, par rapport aux autres, il y a eux et nous. Par rapport à juste une remarque, mais qui est sur mes questions aussi à Florian, mais ce que vous évoquiez, c'est pas une petite question, la finalité. C'est-à-dire que oui, théoriquement, tout le monde est pour une société post-raciale. Donc après tout, on peut se dire, l'entre-deux, c'est juste le débat stratégique, aussi lourd soit-il. Alors, deux petites choses. La première, c'est que, à mon avis, ce genre de questions stratégiques, à partir du moment où vous êtes complètement imprégné, parce que c'est ce qui est bien montré notamment dans l'ouvrage, mais de logique raciale, et que vous pensez que la société est entièrement façonnée par les questions de race et que tout est subordonné, ça pose, quand bien même vous avez théoriquement un objectif post-racial, l'imaginaire que vous avez construit politiquement et les stratégies que vous avez développées autour de ça rendent difficile en fait toute perspective d'émancipation. Et c'est le deuxième point qui est évoqué aussi de manière périphérique, donc on ne peut pas le dire dans le livre, et puis il y a suffisamment de choses déjà. C'est la question, vous évoquez la question des courants religieux. Il y a la question de la caractérisation des religions, bien sûr, mais des courants politiques se réclamant de la religion à un moment donné. On évoquait l'islamisme, il n'y a pas que ça évidemment aujourd'hui, et il n'y a évidemment pas que cela dans l'histoire, mais les plus, j'ose pas dire les plus à gauche, d'antiracisme politique, mais les plus radicaux, vont jusqu'à théoriser le fait que l'alliance avec des courants religieux extrémistes est rendue légitime par le fait que parce qu'ils sont extrémistes, ils sont très contestataires de l'ordre existant, et comme la priorité c'est la contestation de l'ordre existant, du coup toute alliance avec des courants religieux radicaux
à plus forte raison quand ils émanent de courants populaires, comme c'était le cas pour les juifs à la fin du 19e, et comme c'est davantage le cas évidemment aujourd'hui pour les musulmans à un certain nombre de pays, ça rend la chose légitime. Donc ça, ces débats-là stratégiques existent, certains vont même très loin dans la théorisation de ça, et pour moi ça détermine complètement l'imaginaire et la suite, et parce que vous dites, ah, oui, évidemment, c'est comme le débat à l'époque sur l'anarchisme, oui tout le monde est pour abolir l'État à la fin, oui d'accord, bien sûr, tous les socialistes sont contre l'excès d'État, en fait l'État n'est qu'un moyen, qu'un instrument. Oui bien sûr, mais sauf qu'il se passe tellement de choses entre les deux, que du coup les choses font qu'il y a des lignes de clivage fortes. Je sais pas ce que tu en penses, on va discuter de ça spécifiquement. Mais tu m'avais dit, quand tu fais un chapitre sur l'extrême droite religieuse, c'est ce qui est frappant dans la littérature antiraciste, si j'ose dire de l'autre bord, c'est que parfois il y a une absence de réflexion totale sur l'extrémisme religieux. C'est pas pour dire stigmatiser telle ou telle religion, c'est au contraire pour faire des différenciations idéologiques qui existent. Et vous avez des livres entiers, on ne va pas citer les auteurs, on en parlait l'autre jour, mais qui évoquent le racisme et les questions qu'on peut partager, qui n'évoquent jamais, ou en passant juste cette question. Ça pose des problèmes même de méthodologie empirique, au-delà des débats politiques. C'est comme si ça n'existait pas ou que c'était quelque chose totalement périphérique, ou alors purement instrumental d'un point de vue stratégique. Qui sont radicaux, qui contestent, nous on prend. Oui, donc pour compléter ce que tu dis, pour la stratégie, là aussi, on lit qu'au moment du Black Power, donc en gros, il y a les droits civiques, il y a les lois de fin de ségrégation et d'égalité pour le vote, des droits politiques qui sont votées, et puis dans la foulée, il y a les grandes émeutes dans tous les ghettos, etc. Donc une sorte de situation très paradoxale, quoi. Et donc ça va produire énormément de débats dans le mouvement noir, et puis une radicalisation aussi. Et il y a plein de positions. Et là, à nouveau, la réception de ça en France, c'est certaines figures seulement. Et par exemple, on peut lire chez des auteurs très sérieux, très universitaires, CNRS, etc., qu'à partir du Black Power, on passe à la non-mixité dans les organisations. C'est assez faux, c'est un scandale de dire ça. Il y en a quelques-unes qui font ça, qui s'effondrent d'ailleurs sur elles-mêmes, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les militants noirs de l'organisation, ils sont pauvres. Il y en a qui sont pour, mais il y en a qui ne veulent pas, qui se tirent de l'organisation. Mais on a l'impression, et du coup, il y a un énorme effet d'intimidation. Si on est contre la non-mixité, alors attends, ça veut dire qu'en fait, tu es contre le mouvement des droits civiques. Et puis en plus, généralement, on ajoute que les féministes, etc., sont aussi organisés de manière non mixte, donc tu es en plus contre les féministes. Alors moi d'ailleurs, j'essaie de dire qu'il n'y a pas de stratégie universelle qui marche partout. Je ne parle pas du féminisme, je ne sais pas ce qui est efficace là-dedans ou pas. Mais en tout cas, il y a plein de groupes qui ont critiqué la non-mixité. Voilà, ce n'est pas à nouveau une histoire d'opinion de blanc ou de noir, cette affaire. Hein, c'est des débats internes. Et pour revenir à la dernière chose que tu disais, vu que l'antiracisme pose, aujourd'hui, l'antiracisme politique pose que la division principale, c'est blanc-non-blanc. Ça, c'est la division qui structure les sociétés à partir de laquelle on fait de la politique. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le problème, c'est que ça recoupe plein d'autres... ça recouvre exactement d'autres manières de qualifier cette division. Par exemple, français immigrés, hein. Le Front National dit français immigrés, eux, ils disent blanc, non, blanc. Mais on est sur la même... On lit de la même manière. Sauf que le Front National a le petit avantage de parler au nom de la majorité. Donc là, on se retrouve déjà à parler au nom de la minorité. Électoralement, c'est gênant. Les courants religieux, eux, qui vont parler en termes Occident-Orient, avec un discours anti-occidental, ben, ça recoupe blanc, non, blanc. Alors il y a un truc caricatural, si vous avez déjà peut-être vu ça, c'est Al Jazeera a fait une petite chaîne en ligne qui s'appelle AJ+. AJ+, ils sont de toutes les luttes, ils sont écolos, féministes, intersectionnels, tout ce que vous voulez, queer, et c'est financé par le Qatar. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est une manière de produire un discours anti-occidental. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas, ils s'en fichent de ses causes, mais c'est de dire l'Occident, c'est l'enfer des minorités. Voilà, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui peut porter. Et pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'ils ont la même ligne de division. Alors, ils ne l'appellent pas pareil, ils disent anti-Occident, Sud, Nord-Sud, Blanc-Nord, mais c'est la même ligne. Eh ben, on ne peut pas faire grand-chose, je pense, avec cette ligne, et mieux vaut essayer de la déplacer. Et par exemple, à l'égard de l'Occident, il ne faut pas répondre à Zemmour qui fait du cocorico, ça ne consiste pas à dire que la France ne vaut rien, c'est proposer une autre lecture, ne serait-ce que des contradictions. Il y a dans l'Occident le colonialisme, mais aussi de hautes réalisations.
Donc l'Occident est contradictoire, voilà, et c'est pas, il me semble que c'est une bonne ligne de défense, plutôt que d'endosser un truc blanc-noir, quoi. Blanc-non-blanc. Sur la non-mixité, il y a d'autres... allez-y, madame. D'autant plus que sur le blanc non blanc, c'est typiquement la ségrégation américaine. Puisque vous aviez une goutte de sang noir, même si vous étiez blanc de peau, blond de cheveux, s'il y avait une goutte de sang noir à la Xème génération, vous étiez déclaré de couleur. Donc blanc non blanc, c'est la reprise d'une catégorisation qui était profondément réactionnaire. Donc on n'arrive même pas à comprendre comment sur le pouvoir saute pas aux yeux cette contradiction-là et comment ils peuvent construire autre chose sur les mêmes définitions. Ou effectivement, pour revenir sur l'histoire race-culture, comme quand même la génétique a prouvé qu'il n'y avait pas de race au sein des êtres humains, hein, il y avait plus de génétique. Voilà, il y a des couleurs de peau différentes, des cheveux différents, des machins, mais génétiquement, entre deux noirs africains, vous pouvez trouver plus de différences qu'entre un noir et un blanc. Donc ça n'a pas de support biologique. Donc il a bien fallu glisser sur la question culturelle. Et finalement, alors on en rajoute sur la question culturelle, où le fait d'être, de ce qu'on est profondément de l'identité, mais finalement, enfin, il y a une espèce d'ambiguïté sur c'est la culture, donc c'est ce qu'on est, mais finalement c'est ce qu'on a dans le sang. Et on a l'impression que c'est un discours qui se voit la queue pour retomber sur blanc, non blanc. Mais ça peut fonctionner sur les contextes. Je ne dis pas que ça fonctionne, que le résultat serait positif, mais en Afrique du Sud, si vous jouez la carte blanc, non blanc, ça a au moins un sens stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité possible. Voilà. Une majorité de noirs aux États-Unis. Si on joue la carte blanc, non blanc aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'ils ne vont pas constituer une majorité. Et si on joue la carte blanc, non blanc en France, ça marchera encore moins. Après, je pense que ça produirait des effets qui ne me vont pas du tout, moi. Mais encore, j'arrive à comprendre que dans certains contextes, ça puisse au moins être efficace, en termes juste de victoire. Après, qu'est-ce qu'on construit derrière? C'est la grandeur de Nelson Mandela de ne pas avoir voulu construire dans ces conditions. Voilà. Mais en France, je ne vois pas ce que ça peut donner. Les leaders noirs de l'ANC n'ont pas été des leaders particulièrement plus honnêtes, moins corrompus et plus démocratiques que leurs prédécesseurs par certains aspects. La preuve de Donc, l'égalité, en fait, la preuve la l'égalité. Tout le monde peut être corrompu. Ouais. Tout le monde peut être bon, mais tout le monde peut être mauvais. Tout le monde peut être corrompu. Ouais, c'est ça. Je voulais revenir sur la non-mixité, parce que tu allais beaucoup plus vite à l'oral que dans le livre. Tu développes dans le livre la différence entre non-mixité en termes d'antiracisme et non-mixité pour le féminisme. Et puis aussi, tu ne nies pas le problème que des assemblées mixtes pourraient poser à l'expression de certaines personnes en certaines conditions de mixité. Et là aussi, tu t'appuies sur l'histoire, sur cette anecdote, qui n'est pas une anecdote, mais qui est un moment historique vécu par Martin Luther King, de l'arrivée des campus américains de blancs parmi les plus éduqués américains à des réunions pour organiser la lutte. Donc, parce que c'est une question qui quand même nous touche tous de plus en plus, aussi dans les pratiques militantes, et ici à l'école normale, il y a des groupes non mixtes. Oui, alors je développe un peu l'idée d'un pluralisme stratégique pour ne pas rentrer dans la question du féminisme parce que je ne m'y connais pas suffisamment. Voilà, donc c'est un aveu des limites. Bon, simplement, et donc je dis, ce n'est pas parce que quelque chose est efficace dans le féminisme, je ne sais pas si ça l'est, je n'ai pas suffisamment d'informations pour le juger, mais en tout cas, c'est pas parce que c'est efficace là que ça doit être efficace ici. Et c'est Simone de Beauvoir qui soulève ça dans l'introduction du deuxième sexe. Elle dit, en fait, pour ce qui relève du racisme et puis de la classe sociale, il y a des phénomènes de ghettoisation. Il y a des quartiers ouvriers, il y a des quartiers noirs. Les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, elles vivent toujours parmi les hommes. Il n'y a pas de ghetto de femmes, quoi. Et donc, ça crée une situation différente, c'est que la non-mixité, pour les Noirs américains, c'est
c'est leur existence. Ils vivent dans une société non mixte. Les femmes ne vivent pas dans une société non mixte, donc peut-être qu'effectivement créer l'espace non mixte peut évidemment avoir un intérêt, sans doute. Par contre, que les Noirs créent l'espace non mixte, n'ont pas à le créer d'une certaine manière, il est là déjà. Alors, la justification qui est donnée dans... à nouveau, c'est de dire ils ont créé des espaces non mixtes parce qu'ils étaient intimidés par les Blancs. Et là, il y a un petit débat entre militants des droits civiques. Et vous avez ceux qui vont racialiser le truc en disant mais c'est parce qu'ils sont Blancs qu'ils ont été intimidés. Et Martin Luther King, il souligne, il dit mais en fait, c'est les étudiants de la très grande bourgeoisie américaine, des plus grandes universités, qui vont aider des militants de base qui sont des agriculteurs, parfois presque analphabètes. Et donc, il dit en fait, c'est la différence en termes de capital culturel qui fait que les types sont intimidés. Et du coup, la solution, si vous remplacez ces blancs des grandes universités par des noirs des grandes universités, les agriculteurs vont sans doute pas plus parler. Donc, il interprète la différence en termes de classe et pas en termes de race. Et on pourrait ajouter, enfin, il me semble, c'est que dans l'histoire du mouvement ouvrier, l'idée de former les militants à la prise de parole, justement parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas tous la même capacité, il semble que ça pourrait être tout à fait intéressant. Et par ailleurs, autant il y a des études qui existent sur est-ce qu'on coupe la parole aux femmes dans une assemblée. Alors il y a des études depuis 50 ans au moins, c'est mesuré, ça c'est incontestable. Les hommes coupent la parole sans arrêt. Bon, mais par contre il n'y a pas d'études, à ma connaissance, peut-être que je n'ai pas trouvé, il n'y a pas d'études disant que des blancs coupent la parole aux noirs dans les discussions. Il n'y a pas d'études disant cette difficulté à parler. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, hein, et peut-être qu'il y a des individus intimidés. Mais je me dis est-ce qu'il faudrait faire le test, c'est-à-dire qu'un chercheur CNRS non blanc est intimidé dans une assemblée d'étudiants, par exemple, ou de chercheurs CNRS? Je ne sais pas, peut-être pas. Voilà, il me semble que la lecture en termes de classe avait son intérêt. Et la solution au problème, on pouvait la trouver par la formation militante. Voilà. Donc c'est vraiment, on fait... Est-ce que vous voyez aujourd'hui comment la question se pose? C'est entre collègues. Par exemple, Sud Éducation, ils font ça. C'est entre collègues. C'est pas du tout la même relation entre l'agriculteur. Et puis on entend parfois, oui, mais à la CGT, vous accueillez pas le patron dans la réunion syndicale. Mais quel est le rapport entre le patron qui a le pouvoir de m'embaucher, de me licencier, d'organiser ma vie, et mon collègue qui a le même statut que moi? Je suis enseignant, j'ai des collègues qui ne sont pas blancs, je n'ai aucun pouvoir sur eux. Enfin, j'ai rien du tout. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cette espèce de comparaison? Et donc on lit ça, on dit oui, mais quand c'était la CGT qui ne voulait pas des patrons, là ça vous posait pas problème. Maintenant ça vous pose problème, vous êtes raciste. Non, c'est que l'analogie elle ne marche pas du tout. Tu as raison, c'est un argument dans l'espace public assez fort de dire regardez, il y a des syndicats, il y a la CGT et les patrons, ils ont été obligés de se constituer sous forme autonome à l'époque. Maintenant, les entre guillemets racisés sont obligés de faire pareil. Évidemment, ça peut paraître absurde, mais c'est quelque chose qui. Ah oui, c'est partout. Le président de la commission des finances, par exemple, dit ça pendant longtemps, m'a traqué ça. Non, mais c'est vrai, je suis toujours, c'est pas du tout, c'est la réalité, hein, c'est un argument qui est employé de manière complètement naturelle. Alors évidemment, plus que, ça c'est comme l'art oratoire, c'est un truc de classe d'ailleurs aussi. Quand vous dites ça sur le ton de l'évidence, en plus, c'est une stratégie de communication qui fonctionne. On dit, bah, évidemment, la sécession est le principe même de la gauche, puisque la gauche est obligée de se diviser à un moment donné de la droite, les conservateurs. C'est très fréquent. Et donc ça fait totalement abstraction de la question de classe, mais c'est-à-dire que l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une bourgeoisie noire, par exemple, qui est quand même le cas dans un certain nombre de pays dans le monde, y compris ici, ce que tu dis, les statistiques ne sont pas... Mais bon, il faut expliquer, parce qu'effectivement, moi qui pas mal d'étudiants, j'explique, c'est pas du tout évident. Je dis, ah monsieur, c'est bien votre cours sur le mouvement ouvrier, donc en fait, aujourd'hui, il faut faire de la non-mixité partout, puisque c'est ça qui fonctionne. Bah oui, mais c'est pas évident si vous ne remettez pas, vous n'expliquez pas les moyens de production, la question sociale, qui a vraiment les richesses, comment ça fonctionne. Si vous passez à côté de ça, et c'est vrai qu'il y a une forme de logique élémentaire, de système logique, de dire la gauche, son histoire, c'est la sécession. Il faut se séparer, il faut se partager. Sinon, on n'y arrive pas, il faut défendre nos propres intérêts.
Donc, J'en ressens ça tout le temps. ça existait, par exemple, autour de Proudhon, le manifeste des 60, je sais plus dans quelle Oui, année, oui, etc. l'autonomie ouvrière. Voilà, l'autonomie ouvrière, mais en même temps, dans l'international, Engels, c'est un patron, quoi. Voilà, Engels, il ne s'est pas fait virer dans les statuts de l'Association internationale des travailleurs, il n'est pas écrit qu'il faut être ouvrier, quoi. Puis, ce que disait Madame tout à l'heure, la question de l'autonomie, c'est la question de classe. Entre-temps, effectivement, il y a des études qui montrent que la question de la race, niveau biologique, ça n'a pas les mêmes conséquences politiques que de traiter de la question sociale, fût-ce maladroitement, quoi. Parce que c'est pas comme si la question sociale avait toujours été parfaitement traitée par tout le monde. Hein, mais c'est pas la même chose, ça n'a pas la même nature, ça n'a pas la même histoire, ça n'a pas les mêmes conséquences en termes d'argumentaire politique et philosophique. C'est ça aussi qui est essentiel, semble-t-il. Mais après, la question quand même de la composition sociologique des organisations, elle est importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer une organisation des classes populaires où il n'y aurait personne des quartiers populaires, évidemment. Ça ne va pas. C'est que comme quand Lénine dit il faut qu'il y ait de plus en plus d'ouvriers dans le parti, ça ne veut pas dire qu'il y a un critère qui exclurait tout le monde, quoi, les autres. Mais par contre, c'est important quand même qu'il y ait des gens, des classes populaires en général, d'ailleurs pas que des quartiers, hein, mais des classes populaires dans les partis, ce qui est loin d'être le cas. Hein. L'heure tourne et mon rôle de maître des horloges m'oblige à mettre fin à cette réunion, mais avec, je dirais, si M. Fully veut dire le mot de la fin pour conclure. Non, Il a déjà beaucoup parlé, on va arrêter. Pas de mot de la fin, simplement merci beaucoup au Temps des Ruptures, au Cercle Lucien R, aux communistes de l'École normale supérieure et à la revue.